Mon nom est Martin Thomas Côté, accompagné de ce qui reste d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. On a trop mangé à soir et vous écoutez les... Hein? C'est de ta faute avec ta maudite crème molle. On a mangé une grosse crème molle puis un souper qui a passé carré. Hein? J'ai même pas encore soupé, moi. C'est un peu de ta faute, en fait, Pat. On s'est dépêché de manger. Vous aviez rien qu'à pas manger, vous aviez rien qu'à attendre. Ouais. Et vous écoutez... Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et Instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. 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 Ouf! Ça n'a pas été facile, mais on est là, Alan. On a survécu. Ouais, on a réussi à survivre. Je transpire de partout, là, puis même des places que je savais pas que c'était possible, mais c'est pas grave. Salutations au cœur fondant et leur crème molle double chocolat. Ils l'appellent la Kinder, là. Ils la trempent dans le chocolat blanc puis dans le chocolat au lait après, là. Écoute, j'ai une palette de chocolat dans Je sais dans pas, le moi, crème était molle. chocolat blanc et Oreo, c'était juste, en tout cas. Puis, Symbole que c'est le beau temps. Moyen, là, hein, ça veut dire pas trop. Ouais, mais elle est moyenne pas mal, eux autres, hein? Ouais, elle est moyenne solide, Elle est hein? moyenne plus sur le gros que sur le petit. Ben, moi, j'ai pas pitié de vous autres. Ah, mais surprends-nous. Quand est-ce que t'as pitié de nous autres? Regarde, Quand est-ce que t'as pitié de les nous deux autres? s'empifrent et puis sont tous là. Ouah! Écoute, j'ai pas mangé mon steak, Pat. Je l'ai bu. Écoute, moi, Pas j'ai mâché. pas encore mangé, donc... Je l'ai même pas mâché. Je pense que je l'ai juste comme... J'ai pris l'os puis j'ai fait comme... Pour pouvoir Comme des dessins animés. comme des dessins animés. Man, j'ai mal au cœur. Blah. Mais bon, on n'est pas là pour vous parler de notre souper. Je pense pas, non? J'espère que non. OK, là, c'était pas juste ça, le podcast? Oui, à soi, c'est un podcast cuisine. Je suis prêt à me coucher, moi, là. Non, on est obligé de parler de nos sorties cinéma. On a un gros show. On va parler à Axel Lenoir aussi en fin d'émission pour le livre « Et si on était ». Si vous n'avez pas encore mis la main là-dessus, excellente bande dessinée. On avait déjà parlé aussi de l'esprit du camp. Hein? On a déjà parlé de l'esprit du camp, oui, puis j'avais déjà placé le mot aussi sur French Kiss Oui. 1986, d'autres BD qui avait été écrit par Axel Lenoir, anciennement connu sous le nom de Michel Falardeau. Non, on avait déjà parlé, puis si on était, c'est une BD qui a été sortie, ça fait 2 semaines, qui raconte l'histoire de 2 filles qui, dans leur temps libre, s'imaginent des univers parallèles. Honnêtement, j'aurais tellement aimé que ces livres-là existent quand j'étais adolescent pour les faire découvrir au monde autour de moi. Je trouve tellement que c'est une belle lecture autre que tout ce qu'ils nous ont fait lire de plate dans ma jeunesse. Là. On s'entend qu'ils nous en ont fait lire de la merde. Le Maria Chapdelaine 2 fois de suite, c'est trop. Là. Archi, bordel. Archie, puis toutes les Garfield. Là. C'est le fun, Garfield. Ouais. Mais Puis, quand ça fait... voyons, tu sais, le truc, Il y a là, peut-être Agague, ouais. ça crame. Il y a peut-être juste Tintin que j'ai pas regretté. Ben moi, je regrette pas Tintin, ça. Je regrette pas certains de mes classiques puis certaines de mes lectures. Mais ça, il y a tellement de richesse là-dedans que oui, c'est à découvrir. Mais c'est surtout que c'est actuel. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux stocks quand on était au secondaire qui sortaient sur des tablettes. On était pognés beaucoup dans le franco-belge. Oui, il n'y avait pas beaucoup de Québécois. Qui avait un style qui était assez linéaire. Tu sais, tu pognais une BD, des schtroumpfs, on met du scramustache, ça avait de la misère à faire de la différence dans les histoires des deux. Ouais, effectivement, mais on était poignés là-dedans, puis ça adressait très peu notre propre culture, ce qui n'est pas le cas de Michel Falardeau ou Non. Axel Lenoir maintenant, on est des 2 pieds dedans. Là. C'est ça. Écoute, dans mon temps, moi, tu sais, t'as regardé les grottes de Lascaux puis t'avais rien d'autre à lire. C'est bien long à lire, ça, les grottes de Lascaux. C'est un petit peu redondant. C'est beau, mais c'est un peu redondant. Pat a fait partie du monde qui a sorti l'allégorie de la caverne. C'est lui qui a fait les tests avec les ombres. Là, Ben, donc, Pat, l'autre fois, il nous appelle, il nous dit « Hey, l'avez-vous vu la dernière BD que j'ai lue? Petit bonhomme les mains d'un côté, petit bonhomme en l'air, petit pouce, petit oiseau, petit œil. » On dit « Qu'est-ce que c'est ça, vierge? » Du beau papyrus. Bon, OK, les jokes de vieux sont faites. On va tomber dans le vif du sujet. Ça a été une grosse semaine cinéma, les gars. les 2 dernières semaines, ouais. On s'est tapé beaucoup de films. En fait, ma blonde est en train de vous dire de cesser de m'envoyer au cinéma parce que ça commence à écouter un terme. Là. Ça coûte cher aller au cinéma. Lâche le style de popcorn, ça va te coûter moins cher. Tu peux pas aller au cinéma sans manger de popcorn, ça se fait Je le fais depuis plus de 20 ans. pas. Ouais, mais toi, t'es désagréable. Fait que ça compte pas. Tu sais, je sais. Mais T'es le seul que je connais qui va au cinéma qui a un café ou une bière. ou une bière. Tu sais, personne va au cinéma qui a une bière ou un Écoute, café. je suis allé l'autre jour voir Détective Pikachu. Le film n'était pas commencé, puis il a fallu que j'aille racheter avec les kids que j'avais avec moi un 2e paquet de réglisse parce qu'on l'avait tout mangé. OK, c'est pas pire, au moins c'est parce que tu l'avais tout mangé. C'est pas parce que les enfants ont dit on va te dénoncer, monsieur inconnu qu'on vient de rencontrer dans la rue. Qui nous a enlevé pour aller au cinéma. C'est pas un monsieur inconnu.
Il a enlevé 2 enfants pour aller voir le détective Pikachu. Avec des Avec des réglisses. Bien que moi, j'ai des bonbons. Il n'y en a pas de problème pour aller voir le détective Pikachu. OK, on commence par le bon, OK? Parce que ça me tente pas tout de suite d'être dépressif. oui, on le commence bon. par le bon. On commence par le bon, puis je sais, Pat, que toi, ça t'excite. Ben oui, écoute, Et- moi, j'ai viré fou. Et je dois te lever mon chapeau. Parce que moi, j'y suis allé avec le garçon, voir Godzilla, King of Monsters. Chris, que j'ai aimé ça. Ouais, écoute, moi, j'ai trippé. Ah, j'ai vraiment aimé ça. Alan, t'es allé le voir aussi. Toi, je pense, t'as-tu autant trippé que nous autres? J'ai beaucoup aimé le film, sérieusement. Au niveau des monstres, des combats, tout ce qu'il y avait fabuleux. là-dedans. Mais ce que j'ai détesté, là, pour faire un petit résumé vite avant qu'on embarque là-dedans, c'est le même problème qu'on a eu avec des films genre Armageddon, 2012. Ah ben, Twister à l'époque, le Tornade, Oui, avait beaucoup travaillé là-dedans. 96. C'est que le scénario hollywoodien qui fait que tu as une catastrophe qui est supposée tout détruire alentour de toi, mais que le personnage principal doit être impliqué en plein milieu pour que tu vives le stress de la situation. Dans ton art, je peux le comprendre. Mais quand il y a un monstre de 3 km de haut qui détruit ma ville, là, hein, ben excuse-moi, il y a de le fait qu'il marche, là, le tremblement de terre qui ferait, là, ben, je serais désintégré, puis décalisse de là. Non, de toute façon, on s'entend que les humains dans cette histoire-là, on s'en sacre comme dans l'an 40. Là. C'est Puis, fou comment puis on en s'en sacre. plus, ils étaient tellement tous insignifiants, là. Ah, il Tu sais, était plate, là. c'est quoi le nom de l'actrice? Vera Parmigiana, quelque chose, là? aucune idée, Écoute, elle était... Écoute, comme la grosse despote conne méchante, là. Mais tout ce qu'elle décrivait, c'était « bon sang que t'es une conne ». Ah non, ils sont Tu sais, cons, là. leur comportement, leur obstination, les bons comme les méchants, les dialogues, tout ce qui révélait le côté humain là, de Hey, on l'histoire s'en de Godzilla. sacrait, là. On s'en sacrait, puis on avait juste hâte qu'ils dégagent, puis qu'on voit les monstres. Ah oui, puis Millie Bobby Brown, là, je comprends que c'est une sensation à cause de Stranger Things, mais reste dans Stranger Things. Parce Mais- que... Non, mais sérieusement, c'est parce que ça, ils ont fait la même gaffe avec le premier. Je sais pas pourquoi que ce studio-là, c'est Legendary, je me trompe Oui, pas. je pense. Ils ont fait la même chose avec... pourquoi j'ai perdu son nom? Là, je fais le cave, monsieur Eisenberg, de monsieur de Breaking Bad. Oh mon Dieu. Bryan Cranston. Brian Cranston. Cranston, je me sentais vraiment jambon. OK, mais finalement, qui était mort après 15 minutes au début. Ouais, ouais. Même pas, après 5 minutes au début du film. Ils ont pris des gros noms, puis ils ont lancé là-dedans. Fait comme, venez voir ça, il y a des grands noms. Mais Puis... c'est pas eux autres, les vedettes. La vedette, c'est le monstre. On s'en sac des acteurs qui sont là-dedans. là. Ça peut être des Effectivement, inconnus, on ça s'en fait que crisserait. on va se débarrasser du mauvais tout de suite, puis après, on va embarquer ces Parce bons. qu'il y a peut-être juste Tom Hiddleston qui s'en est bien sorti dans Kong Skull Island. Jusqu'au bout, tout ce qu'il y avait un katana, puis il a battu des chaussures C'était passées cool dans le pareil, vide. ça. Ouais, C'était cool ok. pareil, ça. C'est toujours cool, un katana. Mais les humains dans Kong Skull Island sont plus intéressants que dans les deux Godzilla qu'on a eu. Oui, effectivement, parce que ce qu'on arrivait avec Godzilla, c'est que d'habitude, Godzilla, c'est toujours lié aux attaques nucléaires, Mhm. à la radiation. Puis pourtant, dans le film, il parle de la radiation des monstres, puis il parle beaucoup du bon côté, parce que si on prend juste du côté japonais, d'habitude, les radiations de Godzilla, c'est vrai que ça part pousser la nature. Mhm. Parce que c'est un défendeur de Gaïa, puis ça vient avec. Sauf que là, t'es pogné avec une gang, là, donc on va les appeler Québec solidaire pour nous mettre en place ici au Québec, là. Manon Massé, Catherine Dorion et sa gang. Effectivement, ça fait que là, ils ont découvert que si un monstre comme Godzilla détruit une ville, ben, il fait repousser la végétation. Donc, le plan de l'humanité, parce qu'on peut parler de nucléaire, mais on parle d'environnement maintenant, ben, c'est d'envoyer Godzilla piétiner une ville avec tous ses chums pour faire pousser des fleurs. En fait, le but, je pense, c'est de réduire la population parce qu'ils vont tous mourir écrasés par des monstres. Après ça, ça va faire repousser un peu un plan à la Thanos, mais genre cheap. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est si tu es un environnementaliste qui veut réduire la population mondiale pour sauver le monde, pourquoi t'es pas le premier à mourir puis tu te caches un bunker pour toi survivre? T'es prêt à tuer tout le monde pour sauver la planète, mais pas toi, par exemple. Mais surtout que c'était un plan tellement compliqué. Oh, c'était idiot, là. Écoute, tu sais, là, c'est prendre la pire affaire, là. C'est comme dans les vieilles affaires de science-fiction où le méchant t'expliquait son long schéma machiavélique où Son t'arrivais, cheminement de pensée, puis là, genre. tu disais, aïe, aïe, que c'est compliqué, mon gars. Pourquoi t'as pas juste tiré sur l'autre que t'aimais C'est pas? parce que ça prenait une façon de faire pour libérer les monstres. On comprend, là, mais ça aurait pu être juste un accident d'un imbécile qui pille sur un piton rouge. Là. Ça aurait été bien correct. Là. J'aurais été à l'aise avec ça, moi. Oui, effectivement, mais là, ils ont travaillé plutôt sur une espèce de truc sonore qui est capable d'imiter la voix des monstres puis de les appeler. Donc là, ils ont, tu sais, là, c'est là que tu te rends compte que, justement, madame qui jouait dans Bates Motel, là, qui aurait dû rester dans son frigidaire puis pas ressortir de là, Tabarnak!
Hey, c'est raide, ça. OK, oui. Oui. Et donc, tu découvres en écoutant le film que c'est elle la méchante, puis elle réveille les monstres, puis finalement, ils vont réveiller King Ghidorah. Puis quelle idée de jambon, puis surtout, c'est l'hésitation qu'elle a eue, c'est comme, non, moi, c'est direct, je le lève. Mm. Mais sauf que le seul problème, c'est que c'est le seul hiéroglyphe qu'il n'avait pas compris. Ben oui, comme Dans d'accord. toutes les autres, tout était clair, mais lui, il n'était pas clair. King Ghidorah est un extraterrestre, c'est un monstre destructeur d'univers et de planètes. C'est un alpha. C'est un alpha, il est arrivé sur Terre pour tout détruire, mais à l'époque, Mothra puis Godzilla avaient réussi à le coucher. Mais non, ils l'ont réveillé. Mm. Et on va se le dire, j'adore ce qu'ils ont fait avec les monstres. D'abord, ils n'ont pas fait l'erreur que je reproche à Jurassic Park depuis le nouveau Jurassic... Depuis Jurassic Park 3, en fait, là, on les voit trop, vos bébites. C'est pas beau, un Indominus Rex au soleil, pas de rien qui les cache, de A, tu sais, du bout des griffes jusqu'au bout de la tête, on le voit clair HD. Dans Godzilla, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a enrobé nos monstres. Oui, puis en plus, il utilisait... écoute, tu sais, on avait reproché au premier Godzilla de le voir quasiment là, 5 minutes dans Mais ce le qui était film, vrai, là. en passant. Ce qui était vrai, effectivement. Mais là-dedans, c'est qu'il y a eu un super bon dosage. Puis ce qui était trippant, c'est qu'ils nous ont fait le coup de Skull Island. C'est qu'au début, bang! On voit le monstre. Ouais. Le film vient de commencer, puis il se tourne, puis il te regarde. Donc, OK, le ton est lancé, puis ils ont gardé, ils ont respecté ce qui fait les traits de caractère des Mais films ils sont de Godzilla. beaux. Ils sont Les beaux. monstres sont beaux, les monstres sont tripants, les monstres sont badass, puis ils ont un sale caractère. Puis Ghidorah, il est hallucinant. Ils ont un bon dosage entre on les voit, puis ils sont aussi juste suggérés. Oui. Tu sais, puis l'exemple que je prends souvent, puis que j'expliquais à ma blonde, c'est Alien. Mhm. Alien est un exemple parfait. Le premier Alien, il est suggéré. Tu sais, Ouais. tu le vois. Dans le deuxième, il est habillé. C'est-à-dire que quand tu le vois, il y a quand même assez de zones sombres, il y a de la fumée, il y a Il y des en a éléments une méchante autour. gang, Puis il y en là, a de- beaucoup. Dans Covenant, il est trop là. Ouais. Il est en HD, il n'y a rien qui l'habille, tu le vois trop. C'est Puis ça. c'est là que tu remarques qu'il n'est pas si hot que ça. Moi, ce que j'ai aimé de Godzilla King of Monsters, c'est quand ils se battent entre autres dans l'océan, là. Écoute, il y a de la fumée, il y a des orages, tu vois des plans de caméra. À un moment donné, whoop, t'es vois en train de se battre. Ghidorah, tu le vois jamais vraiment au complet. Tu vois les plans, entre autres, quand tu es au-dessus de la montagne avec les ailes. Et ça donne des images qui sont spectaculaires. Oui, effectivement. Puis là, vu qu'il est là, puis il lève toutes les autres monstres, on a eu droit à Rodan. Puis Oui, sérieusement, là, pour un groupe ptérodactyle, ils l'ont bien fait. il là. était Toutes magique. les séquences d'action qui ont ça. Et puis, ce qui était le fun, c'était l'humanité qui se battait aussi contre les monstres. Tu sais, tu voyais que Monarch, à cause de l'attaque sur San Francisco de Godzilla, avait développé des technologies qui n'ont pas de bon sens, sérieusement. Là, Shield dans Marvel, là, Vous êtes de la petite bière. c'est de là. la petite bière. Parce que le méga jet de Monarch, là, puis leur base en dessous de l'eau, C'est incroyable. c'est quelque chose. C'est Hein? incroyable. Mais non. Sauf Puis même Mothra, qui est un gros papillon, là. Mais en plus, Mothra, c'en est un qu'on voit mieux. Puis c'est vraiment un fucking gros papillon. Ah Il oui. est beau. Il est beau. Il est super bien fait. La scène où il s'en va un peu penser les douleurs de Godzilla, c'est Ben, magnifique, là. Ça, moi, écoute, je tripais, puis à un moment donné, je me demandais pourquoi dans le team de Monarch, il y avait Zhang Ziyi, une actrice chinoise. Et là, on voit sa sœur jumelle qui est devant le cocon de Mothra. Mothra. Et là, j'ai dit, tabarnouche, ils ont osé nous amener les jumelles. Parce que Mothra est toujours accompagnée de deux espèces de petites filles, deux avatars qui annoncent la venue de Mothra, parce que Mothra, c'est probablement le seul monstre de toute cette catégorie-là qui est parfaitement gentil. Là. Mhm. Et là, Mothra, lui, va toujours prendre la défense de la Terre, accompagné des deux jumelles. Et là, on les a vus, tous les deux séparés. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à l'univers de Mothra. À ceux qui Puis, connaissent bien. C'est ça. Puis Mothra qui, comme d'habitude, arrive et se sacrifie en donnant une renaissance à Godzilla, mais turbo méga boosté. Mais même la scène de la bombe nucléaire qu'on va porter dans Ah l'antre oui. de Godzilla, quelle belle scène. Oui, parce que Godzilla, dans le fond, vit dans l'Atlantide. Mhm. C'est Ce là qui est génial. C'est là qui est génial. Dans une zone où il devait faire environ 1355 degrés Celsius minimum. Puis l'Asiatique a levé son casque pour flotter Godzilla. Ouais, mais c'était une belle scène. Ouais. Puis c'était quand même moins con que les scientifiques d'Alien Covenant qui descendent du vaisseau,
qui sniffe tout ce qu'il y a, qui touche la terre, Hey, qui c'est- goûte à l'eau. C'est pas la planète qu'on a scannée, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Première chose que je fais, j'enlève mon casque et je sniffe des sports. On est correct. Puis après ça, oh, il y a de l'eau, là. J'ai soif. Puis ah ouais, les deux pieds dans la terre. Quelle petite gang de crétins. Ben, tu parles aussi des scientifiques que dès qu'il y a un problème dans le vaisseau, ils se sont tous entretenu parce que je l'aime! Ben oui, non, c'était tellement con. Fait qu'à la limite, enlever son casque lorsqu'il fait 1000 degrés, je trouve ça quand même moins cave. Sachant que tu traînes une bombe nucléaire en plus. Là. Mais t'en parlais, Godzilla, quand il devient tout en feu, tout intense. Écoute, le combat de la fin, là. Par contre, Google Maps est fucking maintenant efficace, hein? Parce que Millie Bobby Brown se rappelle exactement où est-ce qu'elle reste dans une ville complètement Mais dévastée. pas rien que ça. Ses parents vont prendre un Jeep, puis ils vont traverser la ville, puis ils vont réussir à prendre tous les bons embranchements sans qu'il y ait de débris sur la route. Puis il se rappelle d'où c'est qu'il reste dans une ville complètement défigurée. Là. Il reste plus rien qui est à Puis, sa place. c'est fou comment est-ce que leur suspension est bonne, ces véhicules-là, parce que ils ont passé à travers écoute, tout. Ou bien, il y avait un gars avec une petite balayeuse, qui lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie les rues. Et là, écoute, je sais pas si Tanguy est à l'écoute, mais moi, je veux le frigidaire à Indiana Jones, puis je veux la baignoire à Millie Bobby Brown, parce que j'ai l'impression que rien va pouvoir m'arriver si j'ai ça. Là. Sérieusement, là, si t'avais de quoi qui était fait avec l'acier ou whatever de l'époque, là, tu peux résister à n'importe quoi. Hey, moi, quand ils l'ont retrouvé dans le bain, là, j'ai fait comme, hey, voyons donc. Tu sais, quand Steve Rogers est en train de manger une volée comme Thanos, il aurait dû aller prendre un bain, là, puis rentrer dedans. Là. Ah, c'est sûr, il l'aurait Thanos tué. aurait été fini. Il l'aurait Fini. tué, là. D'ailleurs, on me dit que le bain a survécu au claquement de doigts. Hein. Lui il est encore là. La personne qui était dans le bain a survécu au claquement de doigts de Thanos. Et en passant, là, ils t'ont un tabarnak de système de son, les Red Sox. Mais au moins, ils ont rien collé sur eux qui étaient aux États-Unis. Ils étaient juste 3-4 États plus loin. Moi, quand je l'ai vu se brancher dans les écouteurs du Red Sox, du Fenway Park, là, je fais comme, ben voyons donc, c'est un système de son de stade. À ce rapport, je pense qu'ils sont à une balle, deux prises, selon ce que j'entends. Oui, c'est bien connu au Saguenay, hein, quand il y a une petite brise là, qui vient de l'Est, tu vas sur ta galerie et t'entends la game. T'entends? Franchement. Mais à part ça, je te dirais que c'est un excellent film. Maintenant, ça nous donne hâte à Kong versus Godzilla. Une chance qu'ils ont commencé la production parce que malheureusement, le film n'a pas bien été sur le box-office. Ouais, moi, je suis pas un grand fan de chiffres. Puis je sais que dans la passion du film, là, vous êtes une gang qui suivait ça, puis vous faites même des paris là-dessus. Moi, je vois pas l'intérêt de ça. Ben, Ça c'est parce que m'ennuie. Là. si tu veux savoir si le film risque d'avoir une suite, Ouais, continue je ou pas, sais, mais là, ça m'ennuie, ces affaires de chiffres-là. Mais... Parce que pour un film qui a coûté 200 millions à produire, dans sa première fin de semaine, il a pogné 43 millions. Ah, c'était pas beaucoup, là. T'sais, puis si tu prends, même s'il fait du cash en Chine, faut jamais oublier que la Chine, c'est 25% du cash qui va dans les poches du studio. Là. Ça fait que pour réussir à faire du cash, lui, ça lui prend un 500 millions brut. Ça veut dire que mondial, il faut qu'il frôle le 750-800 millions. Puis il l'a pas. Ah, il l'aura jamais. Ouais. Ouais, mais en même temps, là, c'est le troisième. Ils ont l'air à s'asseoir sur une franchise. Puis ceux qui détiennent les droits de Godzilla ont l'air à triper puis à dire continuez de l'avant. Fait que quand tu es appuyé par cet empire japonais-là qui a tous les droits sur ces monstres-là. Mais en même temps, je veux dire, Kong Skull Island n'a pas eu ce qu'il méritait. Non. Je pense que ce film-là aurait dû avoir une meilleure popularité que ce qu'il a eu. C'est un excellent film. Ben, le plus surprenant, c'est que dans les trois, celui qui a le mieux fonctionné, c'était le plus mauvais, le premier. C'est Ben parce oui. qu'on voyait au total 14 minutes Godzilla. Ah, c'était. Mais le Godzilla de 2014, là, je m'excuse, mais c'est pas bon, là. De toute façon, l'histoire était C'est exécrable. pourri, là. Puis les mutos. C'était-tu Hey, quel les méchant pires. générique? Écoute, pourquoi pas nous garocher des vrais méchants? Pourquoi nous avoir mis des espèces d'insectes qui copulent ensemble? Honnêtement, ça serait aussi con que, par exemple, je sais pas, moi, des extraterrestres qui changent de forme, dont on ne connaît pas le nom de Et la pourtant- race, et qui courent après une force cosmique. Tu sais, dans le dernier Godzilla, pourtant, là, on a eu deux autres monstres qui se sont pointés aux États-Unis, qu'on a vu. Une grosse araignée et un Oui. gros mammouth. Oui. Ouais. Il était fucking house, ça. Ah, il était hot. D'ailleurs, cette scène-là, quand Godzilla assoit son pouvoir de King of Monsters, là, Parce que, justement, là, tu parles de ça, ou comment ils ont ouvert la suite, parce que King of Monsters, parce qu'une fois que Godzilla a botté King Ghidorah, il devient le roi des monstres, donc le Alpha, c'est que c'est lui qui contrôle tout. Mm. Mais dans tous les monstres qu'on a parlé, tu le film, il y a toujours des hints sur King Kong, tout le temps. C'est quoi? C'est Kong Kong, Island. ouais. Et il y en a toujours parlé. Oui, puis ils l'ont sauf ramené. que le seul monstre qui n'a pas eu aucune incidence par tout ce qui s'est passé là sur les fréquences alpha, tout ce que tu veux, c'est King Kong. Ouais. Puis sauf que là, Godzilla est devenu trop fort. C'est le temps qu'il se fasse péter. Puis là, ça va prendre quelqu'un qui va le coucher.
Mais sérieusement, là, dans les 60 dernières années, j'espère que Kong a fait des push-ups et qu'il a pris. Il a Il a eu de la mangé misère ses avec le croûtes. gros Là, lézard. parce que dans le film, on se rappelle autre chose dans la guerre du Vietnam, il avait dit que c'est un adolescent, il était en pleine Ouais. croissance. Puis il était fucking huge déjà. Ah, là. il était intense. Ça fait que là, on risque d'avoir tout qu'un King Kong. Ah, j'ai hâte de voir, Puis- honnêtement, j'ai vraiment Puis hâte. s'ils sont brillants, ils vont rester ça sur l'île. Ben Comme oui. ça va régler le problème des villes qui sont détruites, puis toute une shit d'amant. Ouais, ça serait cool. Ah, mais de toute façon, en gros, ça, que King Kong là, il pourra même pas monter sur l'Empire State Building. Tu sais, il va le prendre dans, En le fait- map, puis il va faire Godzilla avec. tu En sais. fait, non, ça se peut que le combat se fasse sur King Kong. Il va tomber dans l'eau, il va être un continent à lui tout seul. Ça va être Godzilla qui va être sur lui en train de se battre. D'habitude, la Terre est sur une tortue. Ouais, ça c'est le bout que je comprends moi. Hey, OK, on va passer à notre autre. On est allé voir X-Men Dark Phoenix. Et comment dire? Bon, comment dire? Il n'y avait pas de Phoenix dedans. Comment peut-on se planter 2 fois? Ce sera pas long. Le même gars qui a écrit The Last Stand a écrit Dark Phoenix. Donc, il y avait une deuxième chance, là. On lui a Une dit, deuxième man, t'as chance. une deuxième chance. Puis c'est là. lui qui a écrit aussi First Class, Days of Future Past et Apocalypse. Fait que là, t'as toi-même écrit ce qui a corrigé ton désastre, Days of Future Past. On te donne une deuxième chance avec un comic qui fait combien de pages à peu près? C'est pas gros, là. Tout dépend. Si tu prends la saga au grand complet du début, Juste Dark Phoenix, là. C'est quoi? C'est 160 quelques pages? ouais, c'était possible parce qu'il appogne le pouvoir du Phoenix au début avec la première combat Ouais. sur la planète pour le M-Cram Crystal. Ouais. T'as toute la saga avec Proteus par après. T'as le T'as Hellfire Club. Puis après, ça, t'as le Dark t'as Phoenix saga. Bon, mettons que t'as quand même eu là, une dizaine d'années pour lire ça. Là. C'est pas très long à lire. Là. C'est quand même assez clair dans BD. Comment tu peux te planter 2 fois avec une histoire déjà écrite qui est juste awesome? Ben, de un, si tu viens faire un film avec ça, t'oublies le mot saga, puis tu fais rien que le côté sur Terre, puis t'oublies les hosties d'extraterrestres. Mais là, on a tout tenté. Hein. D'abord, il y a beaucoup d'éléments du comic qui sont dans le film, mais qui sont amenés tout Ah, croche. mais c'est tout croche. C'est un total gâchis, là. C'est de la grosse marde. Écoute, c'était épouvantable. Tu sais, en partant, on dirait que c'est dans ce film-là qu'elle a trouvé le Phénix. Mais vierge, c'était avec le Phénix qu'elle a tué Apocalypse. Fait que là, si tu dis que Jean Grey a le Phénix depuis le début, ce qui était la mentalité de The Last Stand, c'est-à-dire que Jean Grey avait des barrières parce qu'elle était trop forte, puis c'était elle le Phénix. Donc, tu éliminais tout le côté cosmique. Correct, tu y vas jusqu'au bout. Dans Apocalypse, ça utilise la force du Phénix. Tu te dis, oh, j'ai probablement manqué le bout où ce qu'a reçu la force cosmique, ou il n'y en a pas. Et là, il ouvre Dark Phoenix. C'était sa deuxième mutation. point, C'était c'est sa tout. deuxième mutation. Ben non, tabarnache. Il ouvre le film avec l'entité cosmique qui rentre dans Mais Jean. si on check le point commun qu'il y a avec Madame Fickenson et Madame Sophie Turner sur le Phénix qui est dans le deuxième ou dans Apocalypse, ce qui se dévoilait à la fin, t'avais un gars qui avait une vision qui était pure, qui savait exactement ce qui s'en allait. Voilà une dizaine d'années, il a fait « Hey, je vais aller faire Superman ». Donc, il a apporté Cyclope avec lui. On parle de Bryan Singer. Exactement. Puis là, Cyclope est mort au début de Last Stand parce qu'il était parti faire Superman. Puis le film a viré tout croche avec Brett Ratner. Et là, on se ramasse avec Bryan Singer qui a fait Apocalypse, qui savait où est-ce qu'il s'en allait avec le Phénix. Mais le hashtag MeToo a sorti, puis il a touché les petits garçons. Ce qui est pas genre une bonne chose pour un réalisateur. Puis ce qui fait que, encore une fois, la saga du Phénix est touchée par la curse Bryan Singer. C'est incroyable, il n'aura jamais eu l'occasion de l'amener là où il voulait l'amener. Parce que c'est pas. Moi, je suis à l'aise avec le fait que le Phénix ne soit pas une entité cosmique, même si dans le comic, c'est une entité cosmique. Moi, je suis à l'aise avec le fait qu'on touche pas aux extraterrestres parce que c'est pas dans la culture des X-Men depuis le début de cette franchise-là. Exactement, parce que les X-Men existent depuis le début des années 2000. On n'a jamais parlé d'extraterrestres, ça a toujours été dans le très terre-à-terre, tandis que Marvel nous avait apporté sur l'espace assez rapidement. Avec Donc, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, puis même le premier Avenger, il y avait une attaque extraterrestre. Exact. Donc là, ça devenait naturel. Mais dans les X-Men, c'est pas quelque chose qui est naturel. Et leur premier contact avec les extraterrestres se font de cette façon-là dans les années 90. Puis d'ailleurs, pourquoi les années 90? Ah, ça, c'était complètement inutile. Hein? Si vous êtes pour faire un film des années 90, mais pas nous faire filer 1990, Parce qu'il n'y a même pas de trame sonore des années 90. il n'y a rien. C'est Hans Zimmer qui nous endort encore avec sa trame sonore de Tata Flûte de la mine avec 2 notes sur son piano. Ah, il était insupportable. c'est Il était terrible. insupportable. Depuis Batman Begins, il n'y a rien fait Puis de bon. là. c'était omniprésent. Oui. Écoute, on était accompagnés de nos amis, puis ils n'arrêtaient pas de me dire « la maudite musique, la maudite musique Ah, c'était terrible. Oh, c'est comme si tu étais incapable de te le sortir de la tête. Non, c'était terrible. Puis dans les années 90, vous remarquerez que la seule technologie qui est passée de pas de fil à un fil, c'est le cérébro.
Il n'y a pas de fil dans les années 90, mais dans les années 2000, il y avait un fil. Ouais, mais t'en remarqueras qu'à une certaine époque, c'est Magneto qui l'a bâti avec Xavier, Oui. mais dans ce film-là, c'est Hank McCoy qui l'a bâti. Effectivement, mais ça, écoute, Il y a plein d'anachronismes de même, sans compter aussi Michael Fassbender pour un gars de 62 ans. Là, oui, hein? il est cote tête, hein? en tabarnak. il est tête en tabarouette pour un gars de 62 ans. Mais moi, mon détail favori, c'est la ligne directe avec le président. Puis là, tu sais, à un moment donné, Charles Xavier puis les X-Men ont eu un téléphone, le téléphone X-Men avec le président. Puis là, il se fait couper la ligne, mais Charles Xavier dit « Oh mon Dieu, mais on peut plus rejoindre le président. » Fuck, t'es un télépathe, mon gars, t'es un télépathe. T'as cérébro genre à 10 pieds de toi. Mais pas juste ça. Une ligne directe, puis le président, ils appellent pour y sauver d'une certaine situation qui sont catastrophiques. Ce sera pas long. La crise de missiles de Cuba, c'est eux autres. Oui. Une attaque directe sur la Maison-Blanche avec un stade qui s'est fait tirer dessus, c'est eux autres. Magneto a reviré les pôles magnétiques de la planète puis a tué 350 millions de personnes dans l'Apocalypse, c'est eux autres. Mais 10 ans après, ils ont une ligne directe avec le président. Non seulement ils ont une ligne directe, mais l'espèce de maniaque qui a inversé les pôles, on te donne une belle terre où habiter avec tes chums. T'es pas en prison, t'es pas sous surveillance, Ah, il est devenu agriculteur, on le croit. Ah, il y a un vignoble, son vin, il est bon. Un vignoble, on va le laisser tout seul, errer dans ses terres, puis on va le laisser tranquille, il est smart dans le fond, c'est un bon gars. Hey, c'est un chat. Il est correct, il boit du thé. Ah non, mais quelle catastrophe. D'abord, Sophie Turner est très mauvaise, là. Oui, mais Sophie Turner, elle était un peu déroutante dans ses t-shirts. Oui, mais elle est très mauvaise pareil. Et sérieusement, là, la prochaine génération d'acteurs ou d'actrices n'est pas sortie de Game of Thrones. Hein? Non. Ce qu'ils ont choisi leur flow, là, 9 ans, là, ils n'ont pas tiré le jackpot. Non, ben ils ont tiré le jackpot pour leur propre série. C'est correct. Dans leur série, ça fit. Mais là, t'en as un qui est en désintox, t'en as une qui est pas capable d'acter, t'as l'autre que son film sortira probablement jamais. En fait, elle va avoir Il y 30 en a ans que son plus film va qu'une. sortir. Emilia Clarke. Emilia Clarke, c'est un désastre. Conne, mais là, je vous rappelle que le prochain Bruce Wayne de Teen Titan vient de ce milieu-là. Là. Ben, c'est Mormon, le vieux monsieur. Là, comment est-ce qu'il s'appelle, lui? C'est lui qui va faire Bruce Wayne dans Teen Titan. Ouais, mais lui, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille, mais il a joué dans Game of Thrones. Ouais, puis moi, je parle du monde qui ont découvert Les leur plus carrière jeunes, là. avec Game of Thrones. Ouais. Lui qui faisait l'handicapé non plus, tu le reverras pas, je te le dis tout de suite. Là. À Burns? Ouais, c'est pas sûr que tu revois ce gars-là. Là. Puis ce sera pas une grosse perte si tu le revois pas. Là. Je pense que la Corneille à 3 yeux avait plus de charisme. Ouais, honnêtement, non, c'est triste. Mais donc, tout ça pour dire qu'elle était mauvaise. Ils ont, en passant, là, Dark Phoenix, dans le comic, pour ceux qui ne l'ont pas lu, là, elle est impardonnable, Jean Grey. Puis je lisais une histoire qui parlait des éditeurs de Marvel qui, à l'époque, étaient allés voir Chris Claremont, qui a écrit l'histoire, puis qui avait dit « Vous êtes conscient que si je vais de l'avant avec ce que vous êtes en train d'écrire, elle reviendra jamais d'un X-Men, Jean Grey. Là. Elle est impardonnable. Ce que vous y avez fait faire, c'est impardonnable. Elle est partie dans une fucking autre galaxie. Elle a pété une étoile au grand complet. Créer une supernova. Elle a fait un génocide de je ne sais pas combien de milliards d'êtres extraterrestres. Des milliards. Dans Dark Phoenix, le film, elle a tué Mystique puis viré 2 chars de police à l'envers. Puis Beast vous l'a tué. Elle est méchante. Elle est méchante. Et ça, c'est un autre point des X-Men. Là. Sérieusement, là, Scott Summers s'est dit « Hey, ça tente de me faire un tour en haut. » Il va dire, il répondra pas de non, il va dire « Je vais te tuer! » Ça, il tente pas. Hey, chaque X-Men, tu lui dis bien, puis ils sont prêts à te tuer. Ah, c'est incroyable. Là. Ils sont frustrés, ils sont agressifs. Ah, c'est fou raide. Après ça, il revire. Là. Bah oui, il revire le capot de bord. Mais je veux dire, elle a rien fait de méchant. Elle est perturbée tout le long du film. Mais pas juste ça. En plus, là, ils ont encore été avec la simplicité que Charles Xavier, il a fait un blocage. Donc, elle a causé un accident d'auto qui a tué sa mère, mais son père a survécu. Bizarrement, son père l'a comme renié. Ouais, pourquoi? C'est juste une mutante qui a tué sa mère et qui a fait la tuer. Ça se peut que moi aussi, j'ai eu de la misère avec la fille. J'aurais fait, je pense que je serais pas capable de le contrôler. Puis avec, tu me tues parce que j'écoute pas même pas de TV que toi, là. Moi, t'es ailleurs. C'est dommage que Xavier a bloqué ça. Parce que qu'après ça, là, sérieusement, le monde, là, psychologiquement parlant, ils sont pas fait fort. Mais c'est parce que ce bout-là, là, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont voulu mélanger 2 affaires qui auraient pu très bien jouer dans 2 films différents. On en a déjà parlé ensemble, Pat. Le fait que Xavier est un hostie de psychopathe, c'est dans Ultimate X-Men, c'était excessivement bien joué. Charles Xavier était presque un méchant dans Ultimate X-Men. Ben, en fait, là, entre Charles Xavier et Magneto, là, c'est juste
deux faces d'une même médaille. La ligne est mince, là. Ils ont les mêmes aspirations, mais ils prennent pas les mêmes moyens. Puis Charles Xavier est autant manipulateur Alors, que Magneto. si tu voulais faire un film sur les manipulations de Charles Xavier, il faut que tu le fasses au complet là-dessus. Mais là, on a mélangé les deux. On a voulu que Charles Xavier ait un story arc de manipulateur puis de presque méchant. Puis on a mélangé ça avec une autre histoire qui a besoin d'un film Mais à lui pas tout juste seul. ça, ils l'ont pas créé juste manipulateur et méchant, c'est qu'ils en ont fait une fame war. C'est une pute à... C'est un Facebook. Là. Ce gars-là, il veut juste que le président l'appelle, puis il veut que le monde l'aime. Il court après tous les gars-là, puis il veut juste avoir des médailles. Oh oui, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit. Mais ça, c'est un film en soi. Tu Mais- peux faire mais un c'est film pas juste grave. avec ça. Hey, là. excuse-moi, j'ai écouté First Class puis Days of Future Past. C'était pas tout à fait ça. Ben, là. dans First Class, il y a quand même un petit bout que c'est ça. Rappelle-toi au début, quand il est à l'université, puis qu'il rêve de fame, puis il rêve de changer le monde. Il y a un peu de ça dans sa personnalité. Moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Sauf que tu vas me faire un film au complet avec ça. Tu me feras pas une moitié de film. Puis tu me feras pas... C'est à cause de ça que Jane est devenue le Phoenix. Moi, c'est ce bout-là qu'il avait déjà fait dans Last Stand, qui, dans ma tête, ne tient pas. Elle n'a pas besoin de Xavier pour être méchante. Elle n'a pas besoin d'être trahie par Xavier pour devenir le Dark Phoenix. Parce que si on prend le Dark Phoenix, c'est parce qu'on va l'appeler Phoenix à la base. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'entité prend le contrôle d'elle, ça devient comme une deuxième personnalité, donc une entité extraterrestre qui n'a jamais vécu les émotions humaines. Exact. C'est que tout ce qu'elle vit est comme décuplé. Et c'est là que le Hellfire Club était rentré en ligne de compte parce qu'ils ont fait vivre toutes les ranges d'émotions là, fois 1000. Donc, Exactement, mais il l'avait manipulé. Parce que ce qui l'avait fait fâcher, puis c'est un peu ça quand je dis qu'ils ont récupéré une couple d'éléments du comic, il avait manipulé Jean Grey. Quand elle s'en rend compte, c'est là qu'elle devient dark au bout. Fait que là, ils ont comme transféré le Hellfire Club qui l'avait manipulé, mais à Xavier. Qui l'a manipulé. D'une certaine façon, puis après, quand elle a demandé de l'aide, ben, tout le monde l'a envoyé chier. Tout le monde envoyé. D'ailleurs, là, ce film-là, je ne compte. Tu sais, c'est Jean Grey qui vient chercher de l'aide puis qui s'envole. Hein. Elle fait ça à peu près 8 fois dans le film. Ah, là. puis sans compter que sur un film d'une heure 54, il y avait quoi, 8 lignes de dialogue? Ils ont répété les mêmes phrases combien de Tout fois le dans long. le film? Tout le long. Hey, des phrases vides qui ne voulaient rien dire, puis ils ont répété tout le long. Et le climax du film, le moment what the fuck, Non. le moment où j'ai Non, voulu non. me lever de mon siège et faire pourquoi, quand elle a fait marcher Charles Xavier, pourquoi, Ben, ça faisait comme film d'horreur cheap. pourquoi, Puis, ce sera pas long, excuse-moi, là, c'est Ryan George Tavos, celle-là, pour le screen run avec le pitch meeting. Pourquoi il a fait sortir un essai de métro du sol? Hein? Il y avait des chars partout dans le parking. Non, mais quand elle a fait marcher Charles Xavier, je fais pourquoi? Écoute, il y avait quand même les chevilles souples. C'était triste. Et en Non, même- mais tu sais, vous autres, vous avez capoté sur pourquoi elle a fait marcher Charles Xavier. Moi, c'est pourquoi il y avait des extraterrestres. Ah ben, venons-en à ça. là. OK, là, on vient tout de vous parler de tout ce qui se passe tantôt, mais à travers ça, là, à un moment donné, là, je vais vous raconter l'histoire des extraterrestres. Jessica Chastain est en train de manger à table avec sa famille. Il y a une boule de feu dans son parking. Elle va voir dehors ce qui se passe parce que le chien jappe. Elle revient, elle tue sa famille, puis elle fait ce bon contre le Phoenix. Puis elle devient la moitié du Phoenix. Parce que le Phoenix se sépare comme en deux. même Ouais, là, parce là. que tu peux siphonner le Phoenix si tu y touches ou je sais pas trop quoi. Ouais, puis il est comme dans les deux en même temps. Là. Puis là, c'est une race d'extraterrestres qui sont comme des T-1000. Ils peuvent manger des balles à l'infini, à moins que la balle touche un spot spécifique qui tue. Bon, on va se le dire, c'est des aliens extra génériques. Là. D'abord, ils ont pris des costumes de caoutchouc d'un épisode de X-Files qui n'a pas passé à la TV. Là. Puis sans compter que les aliens ont évolué 1/8 de seconde dedans. Sinon, ils ont dit à 800 cascadeurs, « Oh, habillez-vous comme le dimanche matin, C'est- puis sautez sur le train. C'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et là, cette race-là, la première question qu'on a eue, on était tous les trois ensemble, c'est qui ce race-là? Exactement. Puis là, moi, après le film, j'ai fait des recherches. Écoute, c'est les D-Barry. Et les D-Barry, là, c'est eux autres, la race extraterrestre, qui a été wipée, là, les milliards Ah oui, il n'y a et pas les un milliards. survivant. Il n'y a là. aucun survivant. Puis, en plus, il y avait vraiment une sale tête. Il était super mal dessiné. Ah, il était eux autres. laid, c'était Puis, ils se terrible. faisaient surnommer les hommes asperges, tellement ils étaient laids. Ah non, c'est Asparagus terrible. Man. C'est Puis, terrible. écoute, Jessica Chastain, tout le long là, du film, on dirait qu'ils ont rasé les sourcils. Elle est blonde, elle est drabe, elle est poche. Pourtant, je l'aime tellement, cette actrice-là, mais elle était conne. Ah non, là-dedans, c'était poche. Mais là. justement, mais pour ça, là, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit à Jessica Chastain, fais pas trop de quoi, on sait pas ce qu'on s'en va avec ton personnage. Parce qu'il faut pas oublier, il y a eu beaucoup de problèmes de tournage avec le film, il était reporté. Le troisième acte était vraiment supposé de se passer dans l'espace, il était supposé de se battre là. Mais entre-temps, Civil War, Captain Marvel est arrivé, ça fait que le climax des héros qui se battaient entre eux autres a été brûlé par Civil War. Puis une bataille dans l'espace avec un super power féminin, et en fait, Captain Marvel l'a fait. Puis ils ont dit, puis on peut pas faire de suite,
parce qu'on se fait couper par la chute de Marvel. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute la bataille spatiale, ils ont coupé ça one-shot, puis ils ont fait un combat final sur le train qui a scrappé le film one-shot. Puis ce qui fait que le personnage de Jessica Chastain, qui à la base devait être d'autres choses, ont comme fait... Ben, on va couper toutes tes scènes où ce que tu parles parce que ton personnage n'a plus de sens. Ah non, c'est terrible. Et ça paraît, c'est bâclé. Et honnêtement, par contre, d'un point positif, les scènes de combat où Xavier sert un peu de chorégraphe, là, les passes de Magneto, c'était bon. Le long combat dans le train était absolument génial. Là, il était cool. Là. Les scènes de combat étaient belles. Puis Magneto, c'était cool. Ce qu'ils ont fait faire avec son pouvoir, casser des bras, puis écraser le train. Toutefois, par exemple, là, encore le maudit réflexe de la caméra virevoltante qui fait des loops 360 autour de toi, de la personne, le point central, ça venait un peu contraignant. Puis, les maudits effets spéciaux, là, où c'est comme de la poussière qui se désagrège, je suis plus capable. Ah, il y en a partout. Là. Depuis Last Stand, là, c'est rendu partout, cette histoire-là. Oui, effectivement. Puis l'autre point positif, c'est ce que ça rapportait à la province, parce que justement, le film a été tourné à Montréal, puis la plupart des effets spéciaux ont été faits là aussi. Donc, au moins, il y a ça qui est une belle fierté pour nous autres. Mais ce qui est le fun, c'est que le phénix, c'est jamais un oiseau. Hein. C'est toujours des veines de feu dans la face d'une fille, pas d'émotion. Sauf à la fin, qu'elle part à voler. Tu sais, pour une entité là, qui est supposée d'avoir fait sauter un soleil, là, c'est pas tout à fait clair. Non. C'était pas très bon. Sérieusement, Nazistan est un bon film, puis je vais dire, comme j'ai dit sur Facebook, là, Aquaman, c'était pas si pire. Sauf que là, la patente, c'est que maintenant, on sait que il n'y en aura pas de suite de cet univers-là. C'était le point final. Bon, bâclé comme il l'a été. Pourtant, First Class a été tellement une belle entrée dans cette série-là. C'est parce que si on prend ce que Vance avait dit, lui, il avait une idée. Il faisait First Class, puis Days of Future Past, c'était supposé de fermer sa trilogie. Il était supposé de monter ça, puis finir avec ça. Mais quand les studios ont vu Days of Future Past, ils ont fait « C'est trop malade, man, décalisse, on fait ça tout de suite. » Encore une fois, les studios et les éditeurs qui sont mêlés de l'histoire. Apocalypse et Dark Phoenix, tant qu'à moi, sont deux très médiocres entrées dans cette série-là. Tu réponds, OK. Apocalypse, aussi mauvais qu'on peut lui donner, là, hein. Moi, je lui donne toutes ces médailles pour le fanservice. Dark Phoenix, il n'y en a pas. Il y a zéro fanservice. Puis sérieusement, ils ont mis les costumes de New X-Men. Ils étaient tricotés lettres. Puis si tu t'es pas un casque d'astronaute sur la tête, tu peux respirer dans l'espace avec de la laine. Ouais, ça, c'est terrible. Surtout que t'avais même pas de gants puis t'étais dans le froid du vide sidéral. Non, ça, c'est terrible. Con, mais je réécoutais après-midi parce que mon gars est en train de les réécouter, les X-Men. Puis X-Men Unite reste probablement le chef-d'œuvre de cette série-là. Ouais. X-Men Unite est probablement le meilleur. C'est la raison pourquoi que Bryan Singer, on aurait dû toujours voir sa vision du Phoenix. Parce que honnêtement, X-Men Unite, là, même encore aujourd'hui, là, ça tient la route. Et il faut pas oublier non plus qu'X-Men 2000-2002 pour X-Men Unite ont quand même permis et pavé la voie à ce qu'on a aujourd'hui pour les Marvel. Parce que rien que l'ouverture avec la Maison Blanche puis Nightcrawler, c'est génial. Si t'écoutes ça 17 ans plus tard, puis la séquence est toujours aussi bonne. Ça tient encore. Puis la performance de Ian McKellen en Magneto dans ce film-là est géniale parce que le vilain, bon vilain. La première fois que Charles Xavier gèle le musée au grand complet, c'est parfait. Tout fonctionnait. Ce film est parfait, puis tout parce que c'est un thème qu'on a oublié dans Dark Phoenix, qu'on a oublié, je pense, depuis Apocalypse. Les humains, les mutants, ils ont peur les uns des autres. Et dans X-Men Unite, c'est excessivement présent, ça. Tu sais, quand ils vont chez les parents de Bobby Drake, là, c'est une scène qui est tellement forte. Effectivement, surtout que le père, il regarde sa femme, il fait comme, je sais bien, ça c'est de ta faute, puis t'as le flou qui fait comme, Pyro, il fait comme, en général, c'est les mâles qui tiennent le gène, donc c'est de ta faute. Puis la réaction du frère, qui est comme une réaction de jalousie. Mais rien que la réaction de la police, que Wolverine est griffes sorties, puis il peut rien faire, le premier policier sur le bord, il tire une balle dans la tête. Et honnêtement, ce film-là est juste parfait. Je pense que si vous avez un film de X-Men à écouter puis à regarder, c'est X-Men Unite. Ouais. C'est le meilleur. Oui. C'est le best de cette série-là. First Class vient peut-être en deuxième. Days of Future Past pour quelques bons moments, mais en général, le film, il y a beaucoup de points négatifs quand même. Rapidement, on va parler de Dark Knight on Earth. C'est sorti, Black Label chez DC Comics. C'est la finale de la run de Scott Snyder, mais qui sert aussi un peu d'Elseworld, là. Ouais, un petit peu de Elseworld, parce qu'il y a comme un petit vibe. Mad Max s'installe plus vers la fin. On voit un petit peu aussi peut-être une vibe à cause du look de Wonder Woman de Frank Miller avec son Dark Knight. Vu que tu as lu la run de Snyder, je te laisse présenter un petit peu la série. C'est excellent. En fait, Scott Snyder était aux commandes de Batman lors du New 52. Tout ça a changé quand Rebirth est arrivé et que Tom King est arrivé sur la série. Et Snyder dit souvent en entrevue que Grant Morrison lui avait donné comme conseil « Aie toujours un début et une fin à ta run ». Tu dois savoir d'où tu pars, puis tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas. Et visiblement, Snyder savait où il s'en allait, mais à cause de ce qui s'est passé chez DC Comics, n'a jamais eu l'occasion
de terminer sa série de Batman, de nous dire où est-ce que ça s'en allait. Et je trouve ça quand même franchement courageux de la part de DC de dire à Snyder, regarde, non seulement je vais te laisser terminer ta run, mais elle pourra être aussi éclatée que tu le veux parce qu'on ne te contraint pas à la continuité. Vas-y, mon homme, là, explose ta finale. Prends ta finale que tu avais quand même diluée un peu pour fitter dans la continuité. Là. Prends-la, là, puis explose-la. Là. Fais-la là, de façon complètement disjonctée. Et c'est exactement ce qu'il fait dans la Snyder Et aussi, on l'a oublié, c'est parce que prenez un Old Man Logan, mais avec Bruce Wayne. Exactement. Même principe. On se ramasse Bruce Wayne qui est arrivé d'un combat, il se fait knocker, il est dans le coma. Quand il se réveille, il est à Arkham Asylum, puis il est strappé. Puis t'as le Joker, qui est son psychologue, qui essaie de faire comprendre qu'il est Bruce Wayne puis que Batman n'a jamais existé, c'est une pure folie. Tous ces personnages, tous ces vilains, tous ceux qui l'ont côtoyé travaillent à Arkham. Exactement. Ça fait que, tu sais, il y a une infirmière, Harley Quinn, tous ces méchants sont là. Bane est là, Bane, sont tous là. Le Scarecrow, tout le monde est là. Puis à un moment donné, pour y faire comprendre qu'il est vraiment Bruce Wayne et que Batman n'a jamais existé, t'as Alfred qui vient jaser. Mais c'est à partir de ce moment-là que Bruce Wayne comprend que quelque chose ne marche pas. Il réussit à parler tête à tête avec Alfred, puis il fait comme « Alfred, arrête de me niaiser, je veux voir ta vraie face. » Parce que Alfred, il a l'air d'un gars qui est rendu à 85 ans, là, parce qu'il faut montrer qu'il a 5 ans. Mais sauf que tout le temps que tu vois ça, tu fais comme « Ouais, mais Alfred a l'air plus vieux, mais Bruce Wayne a l'air plus jeune qu'avant. » Tu fais comme « Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Là, c'est à ce moment-là que Alfred l'a dit, il fait comme « Ah, Chris, c'est mon Batman de cœur. » Bruce Wayne fait comme « Je connais ton Batman de cœur par cœur, t'as 20 ans de plus. » Ça fait que là, il enlève son masque holographique puis il fait comme « Ouais, il a fallu qu'on parte le plan de contingence que je te laisse expliquer parce que... » En fait, c'est que Batman, durant tout le long de la run de Snyder, travaille sur une machine qui va permettre à chacune des générations d'avoir et de compter sur un Batman plus jeune et au prime de sa carrière. Donc, il clone un corps au prime de sa carrière et il lui donne les mémoires et les traumatismes de Bruce Wayne au prime de sa carrière, donc à un moment bien précis dans le temps. Et il va répéter ça à chaque fois qu'il va en sentir le besoin qu'il y ait une génération de Batman qui est là, tout le temps. Il faut qu'il y ait toujours un Batman avec les mêmes expériences, avec le même traumatisme, avec la même drive, parce que selon Batman, c'est ce qui fait Batman. Moi, c'est ce que j'appelle la mégalomanie d'un super vilain, mais il paraît que c'est un super-héros. Mais c'est Batman, c'est comme ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, c'est un clone de Bruce Wayne qui a les mémoires de Batman à un certain point dans le temps. Puis qui vit dans un manoir qui est sous terre. Et qui était laissé là pour vivre dans un mensonge parce que Alfred voulait vivre avec celui qu'il considère comme étant son garçon. Bref, il s'est acheté un enfant. Il voulait vivre la vie normale que Bruce Wayne aurait dû toujours vivre. Ouais, il a voulu vivre avec Bruce Wayne. Tu sais, avant de mourir, Alfred voulait vivre une vie normale avec Bruce Wayne. Fait qu'il lui avait concocté un mensonge. Le côté Batman de ne pas savoir ce qui s'est passé prend le dessus, puis il décide de sortir. Donc, il creuse vers le haut pour sortir, pour se rendre dans un désert rouge. Et la première chose qu'il attend accroché après un poteau, c'est la tête du Joker qui part. Et là, on part là-dessus. Il rencontre Wonder Woman, qui lui raconte qu'effectivement, il est arrivé quelque chose, et c'est la faute à Batman si le monde a pété. Effectivement, il y a eu une espèce de plan de Lex Luthor qui est arrivé à un moment donné. Il a fait ça marcher, tout va arriver. Le côté malsain de l'humanité a pris le dessus. Là, tu te rends compte que sur Terre, les lanternes se sont fait péter au grand complet et que l'humanité, les humains qui restent, sont semi-zombies, plus de volonté. Mais vu qu'il n'y avait plus personne d'autre pour ramasser les bagues, c'est tous les autres qui ont. Ça fait qu'elles autres se projettent des espèces de petits bambins de quelques mois lanterne qui se promène sur Terre puis qui essaie de manger tout ce qu'il voit. Ah non, c'est complètement capoté, Pat. Quand tu vas lire ça, d'abord, Greg Capullo est au sommet de son art. Effectivement, ça me fait penser à l'époque il était super bon dans ce monde. Oui, c'est la même affaire. Sa Wonder Woman est succulente, elle est superbe. L'histoire est merveilleuse. Et écoute, il reste 2 numéros, puis j'en prendrai 12. Je sais pas ce qui va nous amener, là, mais écoute, c'est très prometteur. On va se le dire, là, c'est très prometteur. Effectivement, je suis vraiment embarqué dedans, puis c'est du Batman. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Je suis bien hâte que tu lises le premier numéro. Oui, j'ai hâte, mais je vais vous en reparler. Ben, c'est clair, on va s'en parler dans un prochain podcast. Les injustes. Patrice, ça a été une de tes rencontres marquantes, je pense, au Comic-Con de Montréal l'an dernier. Oui. Écoute, t'as dû passer facilement, 1h30, 2 heures là? Je sais plus, mais j'ai jasé longtemps en regardant l'artiste me faire une des plus belles dédicaces. J'en parlais avec ma blonde ce matin, puis définitivement, dans mes albums de l'Esprit de Camp,
C'est dans les plus belles que j'ai eues dans toute ma vie. Non, j'étais jaloux quand tu es revenu avec ça. J'ai comme une pleine page. Ben oui, moi, je connaissais pas le livre. Je connaissais pas l'auteur non plus. Tu m'arrives avec ça, je vois la dédicace, puis juste la dédicace me donne le goût d'aller me faire signer de quoi. Mais là, tu te sens un peu cheap parce que tu sais, t'as pas lu son stock, tu sais pas trop c'est quoi, t'oses pas trop. Et durant l'été, ben, je me suis procuré, parce que la deuxième tome sortait, je pense, ça fait pas si longtemps, fait que je me le suis procuré le premier et le deuxième. J'ai finalement lu le produit, j'adorais ça, et là, je m'en veux parce que je l'ai pas rencontré. Elle est avec nous aujourd'hui, Axelle Lenoir. Bonjour. Bonjour. Ben, je m'en veux de pas avoir lu ça avant de te rencontrer à Montréal Comic-Con. Est-ce que tu vas être encore là cette année? Normalement, je vais être encore là. Oh, qu'on est content. Écoute, c'était la question que ma blonde m'a dit un matin avant que je parte travailler. Tu peux-tu lui demander si ça va être là? Écoute, là, on est content. Ah, là, on est content. Mais là, attendez, il y a quelque chose, par exemple. Là, ça a l'air que j'ai fait une dédicace pleine page. Oui. Ben oui, tu m'as fait. Je fais pas ça d'habitude. Ouais, je sais que tu fais pas ça. J'ai de la pression. Tout le monde va entendre ça. Je vais être obligé de leur faire ça. Non. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tous ceux qui vont mentionner, qui écoutent Les Injustes, qui vont aller te voir au Comic-Con de Montréal, auront droit à 2 pages complètes. Oh my God! Et peut-être même le début du tome 3. On va finir ça vite, cette entrevue-là. Hey, on se parle parce que tu viens de sortir ta nouvelle BD, dans le fond, Et si on était? Et je l'ai lu cet après-midi parce que Pat a été assez gentil pour me le prêter. Ah non, c'est Alan qui me l'a prêté. C'est Alan qui l'avait? Oui, c'est moi qui te l'ai prêté. C'est toi qui me l'as prêté. Je l'ai lu cet après-midi. Évidemment, j'ai bien apprécié ton travail, mais en plus de ça, on voulait se parler parce que tu as eu un contrat pour le faire traduire en anglais. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment c'est venu. En fait, c'est moi qui ai pris les initiatives. Je l'ai fait pratiquement signer en même temps au Québec et aux États-Unis. C'est de quoi que je veux faire maintenant, un peu, je te dirais de prendre un peu le contrôle, mieux contrôler ma carrière, parce que avant, j'ai commencé, j'étais en Europe, puis je me suis battu pendant une dizaine d'années pour faire plaire aux éditeurs, plaire au lectorat français, mais c'est compliqué, un, quand t'es pas là, puis deux, quand ton imaginaire, tes idées, ton humour rejoint un peu de monde, mais est perçu en général comme un peu weird. Alors qu'au Québec, ça m'arrivait jamais. Puis là, je me suis dit, hey, peut-être que ça marcherait aux États bien plus qu'en France. Puis à date, en tout cas, avec les éditeurs, la réception a été... personne qui a l'air à me trouver fucké. Là, ça a l'air d'être des histoires normales. Mais en même temps, tu t'attaques à un marché qui est dominé par le comic book, la forme d'art donc américaine, très super-héroïque. Comment on fait son chemin à travers ça? Comment on fait pour intéresser ce public-là qui est plus habitué de voir Captain Marvel que de voir des histoires de 2 adolescentes qui se lancent des défis, dans le fond? Oui, il faut faire affaire avec la mafia, là. Je perçois l'Europe de la même façon. Tous les gros marchés ont une ligne dominante. Le cartonné 46 pages couleur franco-belge, c'est un peu leur super-héros à eux. Ah oui, oui, tout à fait. Là. Puis où t'as Soleil qui garoche des séries fantastiques, là, 22 nouveautés par semaine. Puis là, ça inonde, puis là, tu sais même plus quoi lire, tu sais plus quoi... T'as plus envie trop de lire. Mais je trouve que c'est une super bonne idée de ta part de t'attaquer au marché américain. Tu sais, puis Top Chef, c'est fou, là. Je me disais, tu sais, on est Américains. Je veux dire, je parle au niveau du continent, là. Bon, ceux-là d'entre eux ont décidé de se donner le titre du continent, là. Mais avant, les Américains, nous autres aussi, fait que, tu sais, c'est notre culture. Puis je me dis, il n'y a pas de raison. Puis l'affaire, c'est que oui, il y a vraiment beaucoup de comic books de super-héros, ce qui est une bonne chose, ni bonne ni mauvaise, mais je trouve que en parallèle, il y a un gros mouvement de BD. Bon, j'aime pas les termes que je veux tout dire, là, mais tu sais, graphic novel, BD d'auteur. Il y a quand même un gros mouvement aux États-Unis assez fort que tu sais, Marvel, DC, les gros vont emprunter des auteurs un peu dans la marge pour des fois réinventer leurs super-héros parce qu'ils se rendent compte que il y a du talent de ce côté-là. Oui, effectivement. Puis sur le marché américain, au niveau de la BD indépendante, on n'a rien qu'à penser à Image Comics, qui est beaucoup aligné sur l'auteur. Il y a même d'autres studios comme Aftershock qui sont sortis, qui vont chercher des gros noms
pour faire des histoires, c'est du one-shot, qu'est-ce qui sort, puis ils veulent plus s'embarquer Ouais. dans des grosses histoires qui finissent plus, là. Ouais, en plein ça. Puis, fait que, tu sais, je sais qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de proposer à l'Europe, je veux faire une histoire de 200 pages en noir et blanc. Puis, quand je décrochais les contrats, souvent, c'était, OK, c'est cool, on va le faire, mais ça va être 2,46 pages couleur. Puis, en fait, c'est ça qui a fait que je suis venu à rejoindre mon ami Gauthier, qui est l'éditeur de Lunac, qui est devenu Front Froid dernièrement. Et j'ai dit, bon, là, je veux faire un 200 pages pour vrai, puis c'est un livre, puis c'est fini après. Il a dit, ben oui. Fait que j'ai comme pas acheté, mais j'ai été vers ma liberté de création. Puis c'est pas une liberté, genre de je fais ce que je veux quand je veux, puis il y a personne qui me dit quoi faire, mais je pense que c'est pour le mieux de mes projets, puis c'est pour les fans autant, c'est la meilleure chose. C'est juste qu'il fallait, je trouve, l'éditeur qui comprenne mes affaires. Ouais, exactement. Puis, écoute, je pense que c'est un super mariage, en tout cas de fans ou de lecteurs. Là. Toutes les dernières parutions sont hallucinantes. Là. Tout ce que tu as fait, en tout cas, nous autres, on a trippé. Mais c'est-tu bien compliqué d'envoyer ça en anglais? J'imagine que la traduction est faite par quelqu'un d'autre ou il faut adapter tes jokes? Faut-tu adapter un certain nombre de choses ou les éléments peuvent rester pareils? Moi, ce qui est le fun, c'est que tu sais, quand tu travailles 2 ans, 3 ans sur le même livre, toutes tes jokes, tu les trouves plates, mais là, c'est moi qui ai fait traduire le livre. C'est pas moi qui l'ai traduit, j'ai engagé un traducteur. Mais tu sais, quand il arrive avec sa version finale là, après correction, je suis comme, man, c'est malade. Enfin, je peux lire un de mes livres. C'est juste adapté assez qu'on dirait que c'est pas moi qui l'ai écrit. Fait que là, je recommence à me trouver bonne. Ah, mais ça, c'est cool, par exemple. Fait que c'est comme si tu avais l'impression, dans le fond, de redécouvrir un peu ton travail. Ben, je te dirais même de le découvrir pour vrai pour la première fois, de voir le. Parce que, tu sais, une fois que tu as écrit le premier jet des gags, de l'histoire, de tout, après, on dirait que tu n'es plus capable de voir le timing de ton intention de base. Fait que c'est ça, là, je peux le redécouvrir, puis c'est merveilleux. Là, Puis même pour nous, lecteurs québécois qui parlent français, lire ton œuvre en anglais, ça doit être assez particulier parce que au niveau de tes intonations, puis comment tu fais parler tes personnages, ils ont tous des tics, c'est tous des trucs qu'on était jeunes, souvent, on parlait effectivement comme ça. Sérieusement, la traduction, là, ça doit être quelque chose. Ben, oui, mais en tout cas, mon traducteur, c'est ça justement qui aimait le défi de tout ça. Donc, d'adapter le langage pour chaque personnage, puis d'aller trouver des équivalents américains. Parce que, ils ont connu, eux autres aussi, les années 90. Fait que, tu sais, là, j'ai pas d'expression dans la tête, mais tu sais, juste, ça a été l'apparition du pas rapport ou des trucs comme ça. Mais tu sais, de trouver c'était quoi aux États-Unis l'équivalent. Puis, tu sais, je suis pas bilingue, je me débrouille très bien en anglais, mais moi, je pense que t'as fait une maudite bonne job. Dis-moi si je me trompe, mais quand je lis tes trucs, quand je lis, par exemple, L'Esprit du camp ou encore j'ai lu Ici on était cet après-midi, j'ai l'impression que tes personnages ont quelque chose de personnel. J'ai l'impression de reconnaître quelqu'un ou encore de ne pas être complètement imaginatif. À quel point Axel Lenoir est présente dans ces personnages-là? Y en a-tu un ou une que tu t'associes plus puis que tu as mis un peu de ton personnel là-dedans? Oui puis non. Je pense que même s'il y a 60 personnages, ils ont tous un peu de moi. Ça, c'est la réponse plate. C'est sûr qu'il y en a... moi, je m'identifiais plus à Catherine, mais j'ai un petit côté où... Souvent, je prends un de mes traits de caractère puis ça devient un personnage. Bon, le personnage est plus complexe que ça, puis aussitôt que je commence à l'écrire, il se développe puis il devient autre chose. Fait que c'est souvent ça la base. Mais tu sais, moi, je m'identifie beaucoup à Catherine, mais je suis pas Catherine. En tout cas, à cet âge-là, je ne ressemblais pas pantoute à Catherine. Elle a bien plus de gars, puis elle est bien plus mature que moi, je l'étais même à 30 ans. Parce que ce qui m'impressionne, c'est, je le lisais cet après-midi, puis je me disais, les personnages sont tellement riches avec peu de mots, tu as l'impression que c'est des véritables vies. Tu te dis, tabarouette, ces personnages-là, ça colle. Tu les vois, puis tu dis, non, on dirait que c'est 2 vraies adolescentes qui ont écrit leur trip ensemble. Et ça me fascine une écriture comme celle-là. Honnêtement, félicitations. J'avais comme pas de mots après-midi. J'avais l'impression qu'il existait ces personnages-là. Fait que je me suis dit, où est-ce qu'elle a pris comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver à ces 2 personnages-là? C'est le même effet avec French Kiss 1986. Quand tu lis ça, c'est chaque personnage, j'ai l'impression qu'ils ont une vie complète. Tu vis une histoire avec eux autres, puis chaque personne a une façon spécifique de parler qui fait que chaque personnage est vraiment unique, puis c'est vraiment merveilleux. Là. C'est toujours c'est agréable à lire. Merci.
j'aimerais, tu sais, des fois, on écoute, genre, vous vous souvenez d'Acteurs Studio, des trucs comme ça. Hein? Mhm. Puis on dirait que tous les acteurs ont un secret puis une magie derrière. Je n'ai pas tant. Genre, tu sais, souvent, je réponds, je dis, ben, c'est ma job. Il me semble que, tu sais, j'ai pas de secret. Hein. Moi, je vois les idées passer dans ma tête puis je fais juste copier. C'est comme, je triche, je copie dans ma tête. Il y a du beau stock dans ta tête, on peut te le dire. Il y a du beau stock dans ta tête. Ah, ben merci. Je vais continuer comme ça a l'air, je fais bien ma job. Mais ouais, non, j'ai pas... tu sais, French Kiss, je me souviens, tout le monde me dit, hey, t'as dû écouter les trames sonores des années 80, des trucs comme ça. Je fais, non, j'écoutais du gros death metal actuel. Genre, j'ai pas besoin de je sais pas si vous avez lu, c'était mes vieilles séries. Mertonville, à l'époque, c'est sorti au début 2000. Et j'ai tellement trippé sur Mertonville. Puis au dernier passage au Comic-Con, tu m'avais dit comment ça avait été une expérience assez éprouvante avec les droits et tout ça. Mais ça, c'était vrai. Écoute, j'avais trippé. C'est là que je t'ai connu, moi, avec Mertonville. Puis après ça, j'ai trippé sur toutes les... Ça fait longtemps. Mais moi, ils vont te le dire, là, je suis vieux. Moi. En fait, Pat a été boss boy aux noces de Cana. Donc, c'est pas surprenant. Là. Mais c'est ça, à l'époque, début 2000, autant au Québec, mais plus en France, on me demandait souvent, genre, hey, t'as dû écouter toutes les Sex and the City. J'étais comme, je sais pas c'est quoi la série, mais un moment donné, c'est comme les acteurs, les réalisateurs, il y en a qui vont vraiment être méthode, puis il y en a d'autres, je pense que j'ai une bonne capacité à me mettre dans la peau des autres. Il faudrait que je me donne des défis, puis essayer de faire des psychopathes, du monde comme ça, mais en même temps, j'aime tellement ça faire du monde qu'on a le goût d'être ses amis que ça va arriver tôt. Ben oui, parce qu'on a l'impression de devenir amis avec tes personnages, en fait, ou encore de les vouloir comme amis, puis ça, c'est tout à ton honneur. Parce que puis on s'attache à eux autres, c'est fou. Ben, c'est ça qui est le fun. Je pose la question à tous les invités qu'on a dans le domaine québécois de la bande dessinée. Comment se porte la bande dessinée au Québec et quelle place a la bande dessinée au Québec? C'est dur à dire parce que quand t'es dedans, ben souvent, t'as pas le recul, mais c'est sûr que on s'entend tous pour dire que on n'a jamais parlé autant de bande dessinée au Québec, qu'à chaque année, c'est toujours mieux. On a beaucoup d'auteurs de qualité. L'affaire qui nous fait le plus, qui rend ça le plus difficile en ce moment, on n'a aucun pouvoir là-dessus, sauf dire aux gens de faire des bébés, mais il n'y a pas de monde au Québec. 8 millions d'habitants, puis admettons qu'il y en a 2% qui achètent des bandes dessinées, ben ça fait pas une édition super viable. Fait que c'est pour ça qu'il faut se diversifier, c'est pour ça qu'il faut aller voir aux États-Unis, en Europe. Fait que ça, c'est triste, mais il se passe de quoi? On le sait, parce que même les podcasts à BD, il y en a de plus en plus. Moi, je vois les médias qui sont là, puis les fans sont au rendez-vous. Fait que c'est vraiment cool. J'espère que ça va continuer, en fait. As-tu l'impression que le genre est boudé un peu par peut-être une certaine catégorie de personnes au Québec? Parce que j'ai l'impression que quand je regarde la culture de bande dessinée en Europe, ou que je regarde les comic books aux États-Unis, puis que je regarde après ça au Québec, je trouve que je vous vois pas assez, puis je parle des créateurs en général, j'ai l'impression que votre place n'est pas encore faite. Oh, je veux dire, n'importe quel style dont le genre, la SF ou n'importe quoi, je veux dire, il va tout le temps avoir du monde dans la vie qui trouve ça quétaine puis que c'est pas très haut intellectuellement, mais moi je fais pas mal quand même ce que je veux quand je veux. Fait que je mélange les styles. Il y en a qui des fois qui pensent que c'est de la BD d'auteur, ce qui veut absolument rien dire parce qu'il faut un auteur pour faire de la BD. Mais autant que des fois je suis mis dans le fantastique que je suis mis dans le mainstream. Fait que, moi, je pense que les genres sont en train de se mélanger vraiment plus qu'avant. On check juste chez l'éditeur Pow. C'est de la BD qu'on va dire plus de romans graphiques noir et blanc qu'on voit depuis 20 ans aux États-Unis et en France. Mais quand tu checkes comme il faut, il y a presque un livre sur deux que c'est de la SF ou du fantasy. Oui, ils sont hyper éclatés, eux autres, Pow, c'est ça. Puis tu sais, chez Lunac, puis là, je veux dire, le vrai éditeur, c'est Front Froid maintenant. On fait tout ça. Caroline Brault qui fait Cab qui fait Hiver nucléaire, puis moi qui avec mes livres. Caroline Brault travaille souvent sur tes couleurs aussi, il me semble. Oui. L'Esprit du camp, c'est elle qui avait fait les couleurs. En plein ça.
Mais c'est ça, nous autres, on est plus le genre, mais c'est des BD full intimistes malgré tout. Fait que, moi, je pense que maintenant, les gens vont s'en foutre, puis ça n'a aucune importance. Question peut-être un peu idiote, mais tu sais, je connais un peu le milieu du livre. Pat, tu le connais peut-être un peu mieux que moi, mais est-ce que les écoles embarquent comme clients? Tu sais, est-ce qu'on en achète de tes livres? Est-ce que dans les écoles, on les fait découvrir? Parce que je regarde ce que tu fais, puis si j'étais encore un adolescent aujourd'hui, c'est le genre de stock que j'aurais voulu lire, puis qu'on n'avait pas dans nos bibliothèques à l'époque, parce qu'on nous faisait lire du Tintin et du Astérix. Là. Bref, dans le milieu scolaire, comment est-ce que c'est accueilli? Est-ce qu'on en achète de tes livres pour pouvoir les faire lire aux gens? J'en ai aucune idée, mais je suis d'accord avec toi que moi, tu sais, mes livres, j'aurais voulu les avoir à dos aussi parce que ça n'existait pas. Ah, il n'y en avait pas dans notre temps, là, oublie ça, là. C'était zéro C'était la BD, c'était de la BD soit pour kids, mais tu sais que les adultes vont lire pareil, ou sinon tu passais vraiment dans le adulte d'un coup. Fait que tu sais, moi, un exemple, avec des références plus ou moins obscures, j'ai passé en 2-3 ans de Garfield au Vagabond des Limbes avec des orgies. Ah oui, c'était sexuel, là, Vagabond des Limbes. Là. Moi, ça a été un souvenir de jeunesse que j'ai beaucoup apprécié, j'avoue. Ah oui, moi, j'ai découvert beaucoup de ma sexualité. Même, c'est weird. Écoute, c'était génial. Mais c'est correct. Moi, je passais de Garfield à Batman avec Jeff Loeb. Fait que c'est comme le gap. C'est vrai qu'il n'y a pas d'entre-deux, puis que quand tu es adolescent, puis tu sais, moi, j'ai acheté tes livres, puis je les garde pour mes enfants quand ils vont être adolescents. Je vais pouvoir les initier à la bande dessinée avec ça aussi, parce que je pense que tout le public y trouve son compte dans tes livres. Mais écoute, je te donne un conseil, je m'en permets un. Là. Tu devrais peut-être faire une petite tournée des écoles, honnêtement, puis faire découvrir tes trucs, parce que je suis convaincu qu'il y a des bibliothèques d'école qui mériteraient d'avoir tes livres, puis qui feraient réfléchir bien du monde, puis qu'il y a bien des ados qui accrocheraient à ça. J'en suis convaincu. Ben, c'est des possibilités. Je veux t'avouer que je suis pas la personne la plus friande de faire des exposés devant une classe. J'avais déjà cette peur-là quand j'étais à l'école. Mais toujours partant pour des tables rondes ou des entrevues pour parler de mes affaires. Ben, en tout cas, tu as 3 ambassadeurs ici au Saguenay, puis ça, c'est sûr qu'on va faire découvrir ton stock. Alan, Ben, vous êtes bien fait. Ah, OK, je pensais qu'Alan, tu avais une question. Tu me fais signe depuis tout à l'heure. Je n'ai pas bougé partout. Hey, écoute, je t'en ai parlé tout à l'heure hors d'onde, puis je voulais l'aborder parce que tu as une double bibliographie. Ouais, je commence ma deuxième, ouais. Ouais, ça c'est un peu complexe. Pour les auditeurs qui sont en train de te connaître puis qui n'ont jamais entendu parler de toi, dans le fond, bon, écoute, j'allais dire, il n'y a plus grand-chose d'exceptionnel de nos jours parce qu'on en voit et qu'on en parle plus, mais tu as vécu une transition, donc tu es passé de Michel Falardeau à Alex Lenoir. Axel Lenoir. Comment j'ai dit? Alex. Ah, excuse-moi, je dois avoir Alex qui pense à moi. Mais ce que je veux savoir, c'est à quel point est-ce que c'est compliqué dans le milieu de l'édition pour signer des contrats, pour finalement avoir ta bibliographie sous un même nom? Ça t'apporte-tu des petits problèmes ou ça va bien de ce côté-là? Je vais t'avouer que au niveau de ces affaires-là, j'ai même pas vérifié puis j'ai rien demandé. Ah ouais, même pas? Non, même pas. Tu sais, comme je pense, ma page Wikipédia est encore à Michel Falardeau, mon ancien nom. Là, okay. Bon, elle m'a dit, ben là, justement, là, si j'en parle en nom, ça va peut-être se faire. J'attends que quelqu'un change ça, parce que c'est pas moi qui va commencer à aller faire mon propre Wikipédia. Mais, fait que, non, on est dans le passage. Puis, non, moi, j'ai décidé, tu sais, j'ai tellement eu de choses à passer dans les 2 dernières années. J'ai le prise d'hormones, une sorte d'affaires comme ça. Puis, j'ai même plus le goût de penser à ça. J'ai juste le goût de faire de la BD puis d'aller de l'avant. Puis, en passant, ça doit troubler les éditeurs parce que j'ai ma grosse voix, oui. Non, c'est correct. Non, mais c'est correct. Ça passe très bien. Non, ben au podcast, en podcast, c'est différent que quand tu vois la personne. Ah, c'est sûr. Mais justement, tu parles de la transition qu'il y a eu des dernières années, puis tu as voulu te lancer dans BD. Si on était, c'est pas un petit peu ça. Tu sais, c'est pas... Pourquoi tu as commencé à écrire ça à peu près dans la même période, si on veut? Là? Parce qu'on sent que c'est toujours un genre de défouloir de si on était autre chose dans la vie. Oui, mais ça, si on était, je l'avais quand même commencé 2 ans avant ma transition. Mais depuis mes débuts en BD, toutes mes histoires, quand j'y repense, j'ai fait de l'introspection, toutes mes BD cachaient ça. Il y a tout le temps, genre, un monde caché, un secret, quelque chose. Les personnages qui commencent, tu sais, comme Élodie dans l'Esprit du camp, qui est super fermé à l'extérieur, qui sourit jamais, puis finalement, qui va s'épanouir durant un été, puis devenir quelqu'un, devenir elle-même. Fait que, tu sais, je
pense que l'Esprit du camp, c'est la première BD qui a comme une transition, sans que je l'ai faite sans m'en rendre compte, une transition imagée. Mais c'est ça, toutes mes histoires ont ce petit truc-là. Mhm. Puis, je dois avouer que même si j'ai beaucoup de défouloirs, je suis pas du genre à cacher des choses. Je fais de comment dire, je trouve mes idées de façon très instinctive. Et par la suite, je veux dire, je fais pas juste ça à l'instant. Par la suite, je travaille fort dessus, j'écris fort, mais je me dis pas, je suis malheureuse dans mon corps d'homme, fait que je vais faire une BD là-dessus. J'ai jamais fait ça à date, là, encore. Mais c'est pas quelque chose qui va se sentir. On sent pas de quelqu'un qui veut essayer de dépencher ses émotions, etc. On sent plutôt une belle détermination à aller de l'avant, à montrer là, que on est capable d'aller vers autre chose pour s'accepter encore mieux. Et ça ressort tellement dans ton œuvre que c'est vraiment génial. Là. Ça fait encore partie des choses qui, dans tes personnages, rendent ça aussi attachant. Je pense qu'avec le recul, malgré tout, moi, dans les dernières années, j'étais pas très heureuse, mais je pense que mes BD étaient beaucoup plus heureuses que moi. Ouais, ben en tout cas, ça transpirait pas dans tes bandes dessinées si t'étais malheureuse. Ouais, non, c'est super positif, ça parle d'amour, il y a des jokes partout, puis moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de sombrer sans m'en rendre compte. C'est un petit peu ironique. Mais peut-être juste pour rassurer nos auditeurs, comment se sent Axel Lenoir aujourd'hui? Ah, ça va très, très, très bien. Justement, je travaille sur plein de projets, puis ça me permet de passer à autre chose, de dire, je vais arrêter mes BD vont plus être le même défouloir, parce que je peux le vivre, en fait. Fait que je vais pouvoir... j'avais des amis auteurs qui sont habiles en scénario qui disaient, avant que j'avoue que je fais ma transition, ils me disaient, il y a de quoi dans tes scénarios, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu sais, comme, ça cache de quoi? Moi, je disais rien, mais il y avait un truc qui traînait, un masque. Puis là, la différence, je pense que je vais avoir des sujets récurrents toute ma vie. Je vais en amener des nouveaux, mais il y a des trucs qui vont rester. Sauf que ça va être fait beaucoup plus sainement, puis je vais lâcher cette partie de moi là, qui a plus besoin d'exister dans ma vie. Mais il va toujours avoir des rouquines, par exemple. Il va toujours avoir des quoi? Des rouquines. Ah, des rouquines, oui. Hein, faut qu'il y ait une rouquine à quelque part. Je dois être rendu à ma 10e. Écoute, juste peut-être 2 petites questions en terminant. D'abord, ce que je comprends de la conversation qu'on a aussi, c'est que quelqu'un qui va se présenter au Comic-Con de Montréal avec un livre signé Michel Falardeau, c'est pas un drame, tu y feras pas une face, puis il n'y a pas de gêne là, puis tu vas le signer pareil. Il n'y a pas de gêne. Ben oui, puis on va avoir les esprits du camp, fait que venez les acheter. Là. On n'a pas changé le nom pour pas fucker le monde, là, mais... Je veux dire, je vais signer Axel Lenoir dedans, mais il n'y a aucun problème. Là. Puis ton prochain projet, tu dois nous parler un peu sur quoi tu travailles? Pardon. Je continue si on était, parce que ça paraît à toutes les semaines, pas à toutes les semaines, à tous les mois dans le magazine Curium. OK. Un très bon magazine pour ados, avec plein de BD. Puis ça, je fais ça une fois par mois, puis je vais continuer à sortir des volumes quand je vais avoir assez de BD. Sinon, je travaille sur un projet plus personnel, justement, qui va être en noir et blanc, puis qui va être plus flyé. Ça va être du strip à l'américaine, donc juste des histoires de une ligne. Mais qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est fucké. Ça va parler un peu de ma vie. Ça va être une autofiction, en fait, puis il va y avoir une shitload de pages, fait des centaines de pages. Oh, fait que ça va être intéressant à suivre. Puis là, en noir et blanc, par contre, il va falloir que tu nous l'écrives quand t'es rouquine. Parce que là, on le verra pas. Oui. Je vais écrire à chaque partie du bonhomme, j'ai écrit la couleur, au numéro de la couleur. Puis ça, je veux faire un Patreon avec ça, en fait. Parce que, justement, je vais avoir le médium pour le faire. Je vais avoir des strips, je vais avoir des tonnes de strips. Fait que je vais essayer de faire un Patreon. Je veux le sortir en livre aussi, mais je veux essayer de voir en anglais, en français, sur Internet, si ça peut aller chercher un public. Fait que j'ai l'impression que d'ici 6 mois, je vais commencer à publier en ligne. Ah, c'est parfait parce que Alan a 175$ de Patreon, fait que 176, il verra pas la différence. Ouais, il y a déjà Jake Dion puis Caroline Bro. C'est ça. Rajoute un de plus, encore, c'est correct. Un de plus, un de moins, ça dérange pas personne. J'espère que tout le monde va réagir comme ça. C'est sûr. Axel, et non Alex, merci de nous avoir parlé ce soir. Ça a été une chouette conversation. Oui, merci beaucoup.
C'était vraiment cool. Merci, les gars. Et puis, plaisir, salut. on va sûrement s'en reparler, sinon Ouais. on va se voir cet été, c'est sûr et certain. Puis en passant, vendredi 14 juin, lancement chez Planète BD. Parfait. Parfait. Hey, merci beaucoup. Bye-bye. Bye. OK, salut. bye-bye. Bye. Axel Lenoir. Et non, Alex. Hey, ça, c'est vraiment moi. Hein. Me tromper de nom en plein milieu d'une entrevue. Je m'excuse, les boys. Ça fait genre une semaine qu'ils me disent prépare-toi. Paf! À ta Je me trompe. défense, tu as une collègue de travail qui s'appelle Alex. Ben, c'est donc, ça. Fait que j'ai comme. Ça s'est mêlé dans ma tête. Puis j'ai encore cette gêne par rapport aux gens qui vivent des transitions parce que je veux tellement pas les froisser. Puis je suis curieux en même temps. Puis je veux pas que ça axe là-dessus non plus. Mais on n'a pas le choix de faire le point. Vous avez bien remarqué qu'on l'appelle Axel puis qu'elle a une voix d'homme. Fait que tu sais, tu peux comme. Faut que tu l'abordes. Comment l'aborder de façon intelligente sans blesser la sensibilité des personnes, puis que ça prenne pas la place non plus de l'entrevue, c'est-à-dire son œuvre. Fait que j'ai toujours un peu. Fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu comme. À tâtons un peu. là. Tâtons, mais de toute façon, t'avais pas le choix d'une certaine façon de l'approcher parce que si on parlait de French Kiss, si on était, c'est que pour les personnes qui n'étaient pas au courant que Michel Falardeau est devenu Axel Lenoir, il y avait comme un fuck. Là, Ça peut être une là-dedans. confusion que là, on a réglé en parlant de ça à la fin de l'entrevue. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout tout le délire autour Mais de ce que je son vois, œuvre. là, c'est parce que c'est pas la première auteur à aller là-dessus. Jake Dion travaille déjà sur Patreon pour réussir à ramasser des fonds pour ses plateformes numériques, pour ses dessins. Caroline Bro, justement, a son propre Patreon parce qu'au niveau de l'édition d'une de ses BD, elle travaille beaucoup là-dessus pour réussir justement à sortir. Même en parlant encore de Jake Dion l'année passée avec Patrick Sénécal sur Ulule, on a beaucoup parlé lors du podcast. C'est que le sociofinancement commence à être quelque chose qui est vu au Québec parce qu'au niveau des éditeurs, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Puis ça fait. On s'entend aussi que le Patreon, comment tu l'appelles celui de Jake? C'était Ulule. Ulule, que ce soit Kickstarter ou autre, ce que les gens négligent ou ce que les gens réalisent pas, c'est que tout autour de ça, tu as une belle campagne de marketing aussi, là. Parce que tu fais connaître ton projet, tu le fais découvrir, t'en montres des. Alors que chez un éditeur, tu y vas, tu le fais, puis tu le sors. Puis après ça, la campagne marketing embarque. Tandis que là, tu sais, la BD d'Alice, on l'attend-tu ou on l'attend pas? Oui, puis peu importe le projet, pour tous ces auteurs-là, c'est une participation de leurs fans puis du public qui les encourage, qui valorise ce qu'ils font. C'est écœur. Hein? Non, moi, j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup cette façon de faire-là. Puis, regarde, on pense tous à 2020 quand on va avoir le fameux volume. On va avoir eu l'impression d'y Effectivement. participer. Puis c'est ça aussi qui est le fun avec, mettons, le Patreon. Mettons que sur le Patreon de Jake Dion, tu peux, c'est 2 US par mois. Puis une fois de temps en temps, il t'envoie des pages à Alice sur lesquelles il t'entraîne des dessins uniques qu'il fait de même. Puis, tu sais, ça fait que si tu aimes l'auteur, si tu veux te tenir au courant, c'est toujours des plateformes sur le fond. Puis il ne te demande jamais une fortune. Ça n'a rien à voir avec les cosplayers à grosse boule qui demandent 100$ par mois. Là. Ouais, le seul problème avec Jake, c'est que je suis pas abonné à Patreon de Jake. Pour la raison simple que j'ai contribué moi-même à sa fortune personnelle assez à mon goût pour pas avoir à contribuer en plus sur Patreon. Ben, toi, tu l'as tatoué sur le corps. Toi, Jake Dion, c'est que... Pour expliquer aux auditeurs qui le savent pas, Jake, puis je le salue s'il nous écoute, j'ai collaboré avec pendant 1 an à me faire faire des dessins de lui pour un projet que j'avais de tatou. Honnêtement, j'ai probablement l'un des tatous les plus originaux au Québec concernant les Batman, Superman puis Wonder Woman. C'est lui qui me les a dessinés. Fait que je vous dirai pas à quel montant je les ai payés, mais j'ai contribué. Disons que ça s'était bien payé. C'était bien fait. Honnêtement, puis écoute, je l'ai actuellement sur la jambe. D'ailleurs, j'ai hâte de lui montrer. Ah ouais, bien, au vraiment Comic-Con. génial ton tatouage. Ah, il est génial. Puis même sa signature, mais je l'ai tatoué sur la jambe. Donc, ce qui m'a fait dire l'autre fois à Jake, fais-toi pas poigner dans rien de croche parce que je vais me le regretter pendant un petit mois. Je vais être obligé de scraper tout ça. Niaiseux, là. Non, mais tu sais, je veux pas un Claude Jutras à la jambe, là. Ah, mais là. Non, tu sais, d'un coup, t'es obligé de me ramper à la jambe avec la rampe à fromage. Tu me le demanderas, ça va faire plaisir de te le faire. Non. Fait que c'est pour ça que je te dis que je contribue pas au Patreon de Jake parce que, tu sais, je contribue d'une autre façon à son art. Mais on a tout sorte de voir sa bande dessinée. Puis Axel Lenoir, et si on était, vraiment beau volume. Bien Effectivement, apprécié. c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup parlé du concept, mais tu sais, ça se parle de ça. Si on était, finalement, c'est 2 adolescentes qui, dans leur temps libre, s'inventent un monde imaginaire. C'est que si on était des vikings, si on était des extraterrestres, des ninjas. Donc, c'est pas du strip, mais chaque histoire se passe sur 2-3 pages. Comme il a dit, c'était publié dans Curium à tous les mois. Donc, c'est quelque chose qu'on peut commencer à lire puis qu'on peut facilement mettre de côté. Non, c'est du beau stock, puis il est disponible donc dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Puis cet été, il nous a confirmé qu'il allait être au Comic-Con, donc vous pourrez et vous aurez l'occasion de le faire. D'aller faire biffer vos Michel Falardeau partout pour avoir le vrai nom sur vos BD. Effectivement. Et en terminant, je ne vous l'ai pas dit, mais on termine avec notre poison. Je commence avec qui?
Ben, on est simultanés, nous autres. Vous êtes simultanés? Ouais, Allez-y parce donc qu'on de est de votre poison Ben, simultané. écoute, nous autres, on a trippé sur Good Omen, la nouvelle série sur Amazon Prime, basée sur un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Mhm. Et c'est écœurant. C'est vraiment là un ange puis un démon qui vont de magouille en magouille pour essayer de réparer l'erreur du fait que le bébé, l'antéchrist, c'est pas le bon bébé qui a été échangé. Oups. Et c'est délirant, là. C'est tellement C'est bon. exclusif à Amazon Prime? C'est exclusif à Amazon Prime. C'est une série qui est complète en 6 épisodes de 55 minutes, donc ça s'écoute tout seul, puis on n'a pas besoin d'avoir peur si ça va être cancellé, parce que c'est fini. Mais justement, c'est comme Pat parlait, là, c'est finalement... T'as le ciel puis l'enfer qui veulent déclencher l'Armageddon pour savoir lequel des deux armées qui est la plus forte. Parce que l'enfer puis le ciel, c'est des douchebags puis ils veulent rien que se battre. OK. Mais depuis le début des temps, t'as deux anges qui sont là. Donc, t'as le serpent, plus t'as l'ange qui gardait le jardin d'Éden, que eux autres, ils ont toujours été très nonchalants puis ils se sont comme attachés à l'humanité. Ça fait que, tu sais, ils ont comme trouvé trop enfermés. Ça fait qu'ils ont donné une petite pomme pour qu'ils soient plus libertins. Puis qu'ils ont vu qu'ils étaient rendus enceintes puis qu'ils allaient procréer, puis ils ont décidé de les libérer en faisant un trou dans le mur. Puis, dans le fond, c'est deux anges qui sont totalement inconscients de tout ce qu'ils font. Là. Irresponsable. Joué par Irresponsable. Sheen, puis l'autre, c'est Tennant. Oui, David Tennant. Il y a même Benedict Cumberbatch qui fait une apparition de quelques secondes à la fin. On ne vous dira pas en quoi, mais c'est juste pour dire comment Neil Gaiman est populaire en Grande-Bretagne. Tout le monde voulait apparaître dedans. Mais c'est totalement absurde. Je pourrais comparer la série au Hitchhiker Guide of the Galaxy. Ok. Au niveau de l'humour, là, c'est un petit peu dans le même genre. C'est dans le très absurde et c'est très britannique comme humour. Et sérieusement, au niveau trame sonore, je pense que Bohemian Rhapsody n'avait pas assez de Queen comparativement à cette série-là. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a un truc spécifique à cette histoire-là, c'est que le char du démon, aussitôt que quelqu'un décode la musique, même si c'est une toune des Velvet Underground, même si ça serait une toune de Shakira, le char la convertit en du Queen. Donc, le gars, il écoute juste du Queen. Donc, il y a plein de tunes qui jouent et chacune des tunes fit avec le moment et c'est comme des parties du dialogue. C'est délirant. Et c'est vraiment là, un détail qui est savoureux encore là, dans l'histoire. Moi, j'ai vraiment trippé. Je l'ai clenché vraiment d'une traite avec ma blonde. Mais ceux qui sont pas sur Amazon Prime, est-ce qu'il y aura une sortie DVD prévue ou... Il y a quelques séries d'Amazon Prime qui ont sorti. Je sais que Jack Ryan a sorti dernièrement. OK. Veux pas, tu sais, Amazon, ils font de la distribution, ça fait que c'est comme ça. Mais sinon, si vous l'avez pas comme Amazon Prime, là, tout le monde a droit à un mois gratis. Ouais, effectivement, mais c'est parce que je pense que je l'ai pris il y a un petit bout, là. Sinon, c'est 8$ pour un mois. Ouais, fait que tu peux la louer finalement au coût de 8$. Tu sais, 8$ pour écouter une série, je pense que ça revient pas cher. Ouais, c'est effectivement le prix qu'on payait pour une Puis sans location compter, dans le en temps. plus, si vous mettez le 8$, écoutez des Expense en même temps. Ah, C'est OK. tellement bon. C'est bon aussi, ça. Mais je savais pas que tu étais membre d'Amazon Prime, Pat. Ben oui, moi, je suis membre de toutes ces affaires-là. Eh parce ben, que Netflix, Mais Amazon l'affaire, c'est que j'ai Prime. pas le choix. Écoute, vous me faites écouter tout le Bon, temps 50 c'est de millions notre faute. d'affaires. Ben, Fait c'est que sûr tu sors ton c'est ta Patreon faute. bientôt. Une pièce par Oui, mois. oui, pour qu'on oui, puisse- oui. que tu Mais puisses ça, c'est une essayer. bonne idée. Vous pourriez faire même Le un téléthon. sociofinancement. Le patou téléthon. Le patou téléthon. Oui, je suis convaincu que ça pognerait, le patou téléthon. Je vais y aller avec le mien. Ben, selon l'âge je parle, il accepte le troc aussi. Oui, le troc aussi, oui. Je vais y aller avec le mien, puis c'est Alan qui m'est arrivé avec ça, en fait, parce que j'avais oublié que j'avais commandé le 3e volume de Teen Titan par Geoff Jones. Et tu m'es arrivé avec ça cette semaine. Mais j'étais content. C'est pas ce qu'on appelle une mauvaise surprise. C'est probablement une des meilleures runs de Teen Titan, avec évidemment l'original. Il n'y a rien qui surpasse l'original. Mais c'était une excellente run. Et pour vous situer, là, c'est les quelques numéros, je pense que c'est 2 ou 3 ans avant Infinite Crisis. Et il y avait beaucoup de stock qui se passait dans Teen Titan qui était lié à Infinite Crisis. Donc là, ils ont réuni ça en 3 volumes et honnêtement, c'est vraiment du bonbon. Toute l'histoire avec Superboy, le Superboy de l'époque, qu'on découvre qui finalement a la moitié de son ADN qui est celle de Lex Luthor, l'autre moitié est celle de Superman, devient Rogue à la fin de ce volume-là. On voit tout le plan de Lex Luthor qui allait mener à Infinite Crisis. Honnêtement, si vous n'êtes jamais tombé dans cette période de temps-là de DC Comics, moi, c'est une des périodes que j'ai adorées. Mais là, je suis tout mêlé. C'est-tu le Connor qui était le Superman Prime que tu te fais sauter à la fin? Oui, puis- oui, ça, c'est dans cette période-là. Là. OK, parce que moi, vu que je suis en train de lire Young Justice, mais le vrai Connor, c'était pas lui. Puis lui, il est pogné dans le Gem Wall, puis il a une autre vie. Là, donc, Oui. c'est pas 100% de même. Non, mais regarde, c'est justement
pourquoi probablement qu'ils ont décidé de ressortir les 3 volumes de Teen Titans, sachant que c'est Young Justice qui ont appelé la série. Oui, effectivement, de Brian Michael Bendis, Bendis. actuellement est en train donc de se dérouler dans le DC Universe. Peut-être que c'est pour ça, parce qu'on retrouve quasiment le même team-up, de ce que je comprends. Là. Tim Drake, Cassandra, comment est-ce qu'elle s'appelait, le Sandmark, qui se trouve être la Wonder Girl de cette époque-là, puis t'as le clone de Superman, le Superboy aussi. Donc, on retrouve à peu près là, le même team-up que dans ces années-là. Mais honnêtement, 3 beaux volumes, bien faits. C'est pas des omnibus, mais c'est des beaux gros volumes avec plusieurs bandes dessinées à l'intérieur, des specials aussi, des one-shots qui avaient des liens avec les Teen Titans. Il y a eu aussi toute une histoire avec les Outsiders qui sont réunis là-dedans. Honnêtement, c'est bien fait. Puis DC, on le dit souvent, là, mais leurs trade paperbacks sont bien faits. Ils mettent vraiment tout le stock que tu as besoin pour le bien comprendre. fait, puis comme j'ai déjà parlé, même avec leur manie de sortir les DC Essentials depuis peut-être 1 an ou 2. C'est une excellente idée, ça. Où tu as l'histoire principale, puis ils mettent la viande autour de l'os pour aller chercher les bouts qui manquent dedans, puis au prix qu'ils vendent. Là, hein. Marvel, là, Il va falloir qu'ils se posent des questions parce que, regarde, pour 30$, j'ai le gros volume de Geoff Jones sur Teen Titan. Pour le même prix, j'ai le tout petit volume de 6 numéros d'Avengers. Ce qui n'a pas d'allure. Là. Ah non, mais écoute, il y a un déséquilibre entre DC et Marvel. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis pourtant, le Avengers que je lis, je le trouve écœurant, mais il n'est pas achetable. Je viens de ramasser le 2e volume de la collection du Punisher de Garth Ennis. Là, hein. En américain, ils te le sortent à 40$. En canadien, tu à 54$. Puis on parle d'une histoire de 12 numéros. Là. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Puis tu sais, on va sortir quand même le Blackest Night la semaine prochaine. J'espère que ton portefeuille est prêt, Alan. À 132$ pour une... Je m'en fous du portefeuille. Je suis en train de lire du omnibus du Dark Phoenix qui a 634 pages. Là, puis là, je vais donner raison à quelqu'un qui n'arrête pas de dire que ça se lit mal, là, mais ça devient inconfortable par moment quand je lis ça dehors. Lui, il va avoir 1700 pages. Ah non, ça n'a aucun bon sens. C'est la lecture de l'été, là. Mais je comprends pas comment je vais faire pour lire ça dehors. J'en ai aucune idée. Je sais même pas comment je vais faire pour l'ouvrir. Je suis sûr que mon chien ne voudra pas me servir de table, là, puis... Mais j'ai hâte de voir. Écoute, on va le recevoir. Moi, j'ai hâte de voir dans quel état je vais le recevoir d'abord, là. Quelle place ça prend dans une boîte à lettres, là. Ça doit être quelque chose, là. Puis ensuite de ça, de le peser puis de l'ouvrir pour le lire, c'est quasiment la Bible, là. Ben, attends de voir le gars de Post Canada te le tirer par la tête parce qu'il l'a traîné toute la journée. Ah, c'est clair. Lui, là, j'y ai donné un tour de rein, c'est sûr et certain. Vous êtes 2 beaux petits jeunes vigoureux, puis vous vous plaignez de ne pas être capable de tenir un livre. C'est sûr que toi, à ton époque, c'était écrit comme d'un pierre à feu sur des tables de pierre, là. Tu sais, des livres de même, là, puis du poids comme ça, moi, j'en place à tous les jours. Là. Bon, pauvre toi. Messieurs, on se retrouve dans 2 semaines? Oui, dans 2 semaines.